Bonjour, bienvenue, comme promis, sur le premier épisode de notre podcast, qui pour l'instant n'a pas encore de nom. Donc, on en parlera justement après. Mais je suis aujourd'hui avec le PCAS de Wimoni. On l'a interviewé il y a quelques jours. Et aujourd'hui, il se prête à un autre jeu qui est celui du podcast. L'idée, c'est qu'on parle ici de sujets qui sont en rapport justement avec les finances, avec l'entrepreneuriat et le business. Le thème aujourd'hui, il est assez simple. C'est celui de pourquoi est-ce que les banques ont des difficultés ou alors mettent des freins à financer les jeunes au Cameroun. Donc, bonjour Cédric. Salut. La dernière fois, je t'ai interviewé, on était assez professionnel. Ouais. Mais bon, je tiens quand même à préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est que tout le monde se connaît déjà. Ouais, bien sûr. Depuis les années, ouais. Oui, il y a ça. Voilà, ça fait plus ou moins les 400 ans ensemble. Donc, ça a fait un peu bizarre lorsque on était un peu trop, on va dire quoi, protocolaire la dernière fois. Mais bon, c'est nécessaire quand même pour t'introduire, que tu parles un peu de toi et te laisser la place vraiment pour, on va dire quoi, pour déballer et présenter un peu la vision de ton projet qui, on pourra revenir dessus vaguement. Mais aujourd'hui, on est là dans notre cave. Exactement. C'est le moment à poser que toi aussi tu es un entrepreneur avec beaucoup de casquettes et j'aime bien ce que tu proposes. Et merci. Je suppose que on va pouvoir remettre ça en plusieurs reprises. Naturellement. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez subtil, assez délicat. C'est celui du financement des jeunes par les banques. Toi-même, tu es dans l'univers financier. Xavier a eu à accompagner certains projets. Tu as parlé de ça notamment pendant l'interview. Et je voulais qu'on revienne un peu sur ton expérience, mais que tu donnes un peu ton avis sur la situation de tout ceci au Cameroun. Est-ce que tu penses peut-être que c'est la faute aux jeunes? Ouais. Est-ce que c'est la faute au système, c'est la faute aux banques, ou bien à un autre acteur qu'on ne connaît pas, qui est caché et qui essaie de mettre les bâtons dans les roues? Parce qu'on sait que les jeunes, c'est normalement en fait de le faire des lances de la nation. Mais si eux-mêmes ne sont pas accompagnés, qui va donc porter la nation? Ah, tu parles bien des jeunes. Il faut rappeler que nous sommes au Cameroun. Et j'ai entendu des gens dire que les jeunes, la jeunesse, c'est de 0 à 67 ans. Ah, si les internautes qui nous suivent sont d'accord, qui le confirment par message, par exemple, moi, pour moi, un jeune, normalement, c'est de 0 à 35 ans. Le reste, donc, c'est des vieux. Donc, il est important de recadrer c'est quoi un jeune, c'est quoi. On a tous des projets. Aujourd'hui, au Cameroun, même à partir de 7 ans, 8 ans, on te dit qu'on est entrepreneur parce qu'on vend des arachides pendant les vacances. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce style d'historique. Mais ça veut dire que tu considères que ta bonne idée est vieux. Oui, tu sais, si je m'allais demander mon avis personnel, honnêtement, tous ces entrepreneurs, tous ces jeunes prodiciens, tous ces hommes d'affaires qui ont à plus de 35 ans, ils sont vieux. On sait quand vous êtes... Honnêtement, faut définir c'est quoi la jeunesse. C'est d'abord par là. On dit qu'on commence. D'abord, c'est pas la jeunesse. Ça, c'est une très bonne question. D'abord, c'est pas la jeunesse. Moi, la jeunesse, c'est cette personne qui a réussi à traverser l'adolescence. L'adolescence, le gars, entre 15 ans et 24 ans. À partir de 25 ans, tu entres dans la phase de maturité où tu es fini des études, ou bien tu entres dans le milieu professionnel au 17 ans, et tu as 10 ans pour terminer cette phase de jeunesse, qui est cette phase où tu fais des tests, où tu essayes un peu de tout, un peu de ceci, cela, pour pouvoir trouver tes repères, la phase où tu commets tes premières erreurs en tant qu'homme ou en tant que femme, et pour toi d'accumuler tout ceci pour, à partir de 35, 36, 37 ans, te revaloriser, être un homme, et pouvoir poser des actes sur la base de toutes les erreurs que tu as commises. C'est-à-dire, depuis que tu as traversé 15 ans, 25 ans, l'adolescence, 25 ans, 35 ans, tes premiers pas en tant qu'homme, jeune. Mais maintenant, dès que tu as 36, 37 ans, ou femme aussi, un coup de femme, il y a les erreurs pour moi que tu ne dois plus commettre. Mais, ça n'empêche que, aujourd'hui, on a 10 euros à 67 ans. Restons dans notre contexte. Donc, ça cadre avec notre environnement. Ça cadre avec nos politiciens. Ok. Et essayons de voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir l'argent. Ouais, c'est ça justement. C'est que toi, tu estimes que on va devoir passer de 24 à 35 ans qu'on va considérer qu'on est déjà un adulte et qu'après 35 ans, on est déjà accompli, du moins est censé être déjà accompli. Mais, étant donné que au Cameroun, on commence déjà à demander à un jeune de 24 ans qui veut prendre un crédit
Mais c'est ça la réalité. On demande à un jeune de 24 ans qui veut prendre un crédit d'avoir des garanties. Où est-ce que tu as pris ces garanties-là si, justement, à peine sorti de l'université, tu n'as même pas encore eu 5 ans d'expérience, tu es dans un poste à temps plein, tu n'as même pas encore eu ton premier CDD, on n'est même pas encore de CDI. On te demande, il y a des garanties pour un projet. Comment je rejoins ces idées. Tu sais, aujourd'hui, c'est facile de dire, les banques ne compagnes pas, on a une entreprise, on est jeune, on voulait commencer tôt. Oui, mais si vous voulez commencer tôt, il faudrait savoir que obtenir un crédit, c'est une grande responsabilité. Parce que ces structures, ces sécurités qui vous mettent des crédits à disposition, eux-mêmes, ils ont besoin de sécurité. Si tu te trouves jeune pour demander un crédit ou un accompagnement, ou bien pour tout ça, ben c'est pour ça qu'ils paient les assurances. Dans tous les crédits, il y a des assurances. On paye les assurances. il y a des assurances, c'est vrai, mais est-ce que les assurances la payent combien d'assurances remboursent en totalité lorsqu'il y a un échec d'euro? Ici, il fallait demander d'assurer les crédits qu'on donne à 100%. Est-ce que l'entrepreneur pourra payer ses parts de responsabilité? Mais laisse-moi terminer mon idée. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire à ce jeune qui a 24 ans, qui a 30 ans, qui a 35 ans, qui a 40 ans, comme on donne les jeunes, que quoi? Si tu veux demander l'accompagnement, il faut savoir que l'accompagnement que tu veux nécessite une certaine expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te lances à partir de 22 ans et tu veux l'accompagnement, il faut veiller avec l'expérience comme quoi tu commences des activités depuis que tu as 16 ans. Et oui, c'est possible. C'est possible. Mais oui, est-ce que tu sais qu'à 14 ans, moi, je faisais déjà les tontines dans ma salle de classe en 3e. Je faisais les tontines pour pouvoir financer les activités en parallèle, mais c'est une forme de crédit. C'est une forme de crédit. Et tontine, comment ça te met si précis un peu, tontine, comment je regroupais et de camarades de classe, quand j'étais en classe de 4e, 3e. Ok. Je leur demandais de cotiser 2000 francs. Dans un circuit, dans le but d'être le premier toujours à bouffer cet argent. Et cet argent, quoi le réinvestir? Voilà les premiers crédits que j'ai pris. Ok. Et si tu commences déjà, parce que le crédit, ça se travaille. Ok. Ça se travaille. Tu vois, si tu commences à 14 ans, avec des petits crédits, et que tu fais une activité, ça veut dire qu'il y a une traçabilité de ce que tu faisais avec cet argent. Et maintenant, à 14 ans, à 16 ans, à 17 ans, tu évolues dans ton environnement. À un moment donné, tu peux veiller devant un banquier avec 2 ans et valoriser 6 ans d'expérience dans une affaire. Il ne te dérange pas, il va t'accompagner. C'est ça que les gens ne savent pas. Non, mais sauf que les banquiers vont te demander d'avoir un business plan, d'avoir une pause comptable, d'avoir une entreprise. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est ça. Parce que là, tu veux me débarquer plutôt un point, mais qui va tout dans le sens où les banques ne sont pas adaptées aux réalités de l'économie, aux réalités des... Moi, je dirais plutôt que les jeunes ne sont pas adaptés aux réalités des banques. Mais est-ce que c'est aux jeunes de s'adapter, sachant que les banques sont là normalement pour, on va dire quoi, pour, comment je dis ça? C'est un peu comme les applications. Pourquoi est-ce que les banques font des applications? Pratiquement toutes les banques aujourd'hui au Cameroun, même dans le monde, font des applications. Afriland a Sarah, UBA et TU, je pense, et Pomanda aussi, je pense une version mobile, mais je ne sais pas plus trop le nom, peut-être espèce, je ne sais plus trop le nom exactement, parce que la population est aujourd'hui sur le numérique. Mais pourquoi ils s'adaptent aux technologies, mais ils ne veulent pas s'adapter à la culture ou alors à comment 90% de l'économie est informelle? Pourquoi ils ne veulent pas s'adapter aussi? 90% de l'économie est informelle, ce n'est pas à cause des banques, c'est à cause de notre politique. Si le politique avait insufflé plus tard, mais ils sont déjà besoin de le faire, parce que ce que vous ne savez pas, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui il y a un bac en entrepreneuriat? Ça veut dire qu'il y a une filière entrepreneur au collège. Ça, tu ne savais pas. Aujourd'hui, quand tu finis la classe de 4e, il y a la 3e, j'ai oublié le code. Ok. Mais il y a une filière qui est gestion et entrepreneuriat. Enseignement technique ou général? Enseignement technique. Donc, il y a un bac en entrepreneuriat, comme il y a un bac en comptabilité, il y a un bac en gestion, il y a un bac en couture. Aujourd'hui, on essaye de rattraper. Mais qu'est-ce que le bac là vaut alors? Non, ne dis pas que ça ne vaut pas, tu connais pas les matières qu'ils font. Moi, j'ai côtoyé des jeunes qui ont fait bac à quoi? Qui font seulement plus ou bien. C'est oui, on leur apprend la fiscalité. On leur apprend à trouver du financement pour l'entreprise. Ah bon? Mais oui, on leur apprend à trouver du financement pour l'entreprise. Déjà en classe de 3e. Donc tu vois que les politiques ont compris qu'il faut s'y prendre très tôt.
Et moi, je vais dire aussi aux jeunes, si tu as 24 ans, si tu as 27 ans, si tu as 30 ans, tu es notre, ne te plains pas que la banque t'accompagne pas ou qu'elle n'accompagne pas ton idée. Commence à formuler tous tes projets sur papier, trouve des petits financements autour de toi et viens devant la banque 4 ans plus tard, tu leur montres ce que tu as fait. 4 ans plus tard, alors que c'est ça le problème parce que aussi 4 ans plus tard, mais on sait qu'au Cameroun, par exemple, la moyenne de vie, l'expérience de vie, en fait, des entreprises, c'est 3 ans. Tu vas voir une entreprise, 4 ans plus tard, ça va dire morte. Non, elle ne sera pas comment. Elle sera dire, te dit quoi? Elle ne sera pas comment. Je te dis pourquoi. Parce que, c'est les chiffres, c'est la moyenne qui le dit. Le 3 ans, c'est la UN. Le processus doit se faire. 5 ans, je pense, à 5 ans. Le processus doit se faire en façon verticale. C'est quoi? Ça veut dire que, si tu prends une activité, tu peux la légaliser sans prendre des bureaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont légalisées, mais qui n'ont pas de bureaux. Selon ton secteur d'activité. Même légaliser, c'est il y a des fonds. Légaliser, c'est quoi? Si on prend un établissement, on a peut-être 150 000 pour légaliser. Je suis d'accord. Si on prend une salle, au moins, se taxe 100 000. Prends 100 000. C'est pourquoi il faut se valoriser d'une certaine expérience. Même les hommes qui ont trouvé la terre, avant de commencer à se développer, ils ont commencé sans compter les échos qui polluent chaque année. C'est vrai que la première année exonérée, mais après, il n'y a même pas d'accompagnement à ce niveau-là pour les standards. On va accompagner quelqu'un qui n'a pas encore montré ses preuves. Aujourd'hui, le secteur informel qu'on décrit en Afrique, il est partout dans le monde. Il a commencé partout. Le jeune, mais les plus importants en Afrique, le jeune qui, en salle de classe, commence à faire des photocopies pour vendre à ses camarades de classe. Mais ça, on ne valorise pas. C'est ça, vraiment, la valeur. Il faut comprendre. Mais les temps qu'il est déjà en seul gars. Si, ça dépend du business model. C'est parce qu'on n'a pas une éducation financière, on n'a pas une éducation entrepreneuriale. Parce que celui, demain, qui sera titulaire des grandes imprimés? Ton camarade de classe, qui prenait les polycopes à l'enseignant, il partait multiplier ou venir vous vendre de l'épargne. Demain, il va étudier ce business model. Il va voir combien coûte une imprimante, combien coûte l'encre. Il va commencer à essayer de dupliquer son niveau, plus au niveau de sa salle de classe, au niveau de toutes les salles de classe, plus au niveau de l'administration, plus au niveau des autres écoles. Demain, c'est lui qui aura la première courberie nationale. Donc, il faut pouvoir documenter tous les investissements qu'on fait. Montrer que voici où j'ai commencé, voici ce que je fais. Garder ce qu'on appelle son portefeuille client. C'est une banque. Tu viens leur montrer que depuis, je viens de créer ma société. Nous sommes en 2026. Mais depuis 4 ans, voici les gens avec qui je travaille. Voici là où ils me payaient. Je fais des polycopes, je dis n'importe quoi. Je vends des photocopies à 1000 étudiants par an. Aujourd'hui, je veux une imprimerie de telle dimension. Yvan, je te promets, la banque va les payer l'imprimeur. Va te concevoir, va t'acheter une rate d'imprimant. Elle va déposer. Elle va dire, tu as le portefeuille. Vas-y, nous te faisons confiance. Et ça, les jeunes n'ont pas cette maîtrise-là. Ils se disent, non, on ne va pas m'accompagner. Vous devez faire vos preuves. Vous devez travailler. Vous devez documenter. Garder vos contacts. Montrer votre évolution. Et à un moment donné, faire valoir ce que vous avez pu faire à petite échelle pour qu'on puisse vous accompagner à le faire à grande échelle. Mais si tu sors dans la rue, tu prends 10 jeunes là, tu leur dis, OK, tu vends les arénas, la banque va dire que c'est petit. C'est ça, je demande ça. C'est ça. J'avais petit. Ce que je te dis aujourd'hui, ça, celui qui commence ça à 12 ans, il y a celui qui a son niveau à 20 ans, il y a celui qui est là à 25 ans. Il y a celui-là qui fait des produits au son par les temps, dit que, peut-être te dit que, commence à ton niveau. La banque travaille avec ceux qui sont au-dessus de toi, mais demain, toi, tu vas arriver aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, ils vont travailler à la même échelle. Il faut être patient. Aujourd'hui, je peux avoir des jeunes qui commencent à gagner 20 000 francs, 30 000 francs. Il n'a pas de comptabilité. On ne sait pas ce que c'est que la gestion d'entreprise. Je salue vraiment le gouvernement d'avoir inséré l'entrepreneuriat au niveau du collège. Parce que si vous pouvez passer, ça signifie que nos jeunes d'aujourd'hui, ils font de la gestion dès la classe de 3e. On leur apprend c'est quoi le fisc, c'est quoi les impôts, c'est quoi la comptabilité d'entreprise, comment faire pour obtenir un financement. Et même ces méthodes de financement traditionnelles, les tontines et rognons, ça fait partie des arômes. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi une sorte de pensement, mais qui vient pas vraiment résoudre le problème? Parce que, est-ce que l'idée n'aurait pas été peut-être de distiller justement ces formations en fiscalité, entrepreneuriat, alors que
c'est l'ensemble de l'éducation qui devrait justement se reformer justement à comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. Pourquoi on fait qu'une seule filière alors qu'on pourrait peut-être mettre les différents modules, que ce soit, tu parlais de fiscalité, tu parlais de comptabilité. Pourquoi ne pas justement les décider dans toutes les différentes filières à la fois générales, pas seulement techniques, pour justement amener un certain éveil et amener aussi les jeunes à comprendre un peu quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat tôt. Moi, je pense que juste faire une filière, ce n'est pas suffisant au vu de l'état du pays, et ça confirme encore peut-être que quelque part, la décision a été prise du genre, bon, faisons ça, bon, après, ils vont plus nous déranger avec. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je peux te répondre tout simplement que ceux qui font la filière entrepreneur et qui seront les meilleurs sont censés embaucher tous ceux qui sont en train de faire les autres filières isolées, économie, mathématiques, physique, parce qu'ils leur permettent déjà d'avoir le mindset qui va leur permettre plus tard de créer des entreprises, de faire le suivi de la gestion de ces entreprises, de lever des fonds auprès des banques et recruter leurs autres camarades. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une façon de se spécialiser et de choisir quel est son profil de carrière. Est-ce que je serai cet entrepreneur demain? Est-ce que je serai ce salarié? Et c'est toujours des façons d'isoler déjà les cas pour pouvoir favoriser l'emploi plus tard. Donc, c'est vrai, le système aujourd'hui, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Parce que, voilà, on ne crée pas suffisamment d'industrie, on ne crée pas suffisamment de mécanismes de poids. Quand c'est les jeunes qui essaient la balance commerciale est déficitaire, ultra déficitaire, oui. On importe beaucoup plus qu'on exporte. On n'est plus dans une économie de services et moins dans une économie de production. On est plus des bains à ça que réellement à des producteurs. On ne transforme pratiquement pas grand-chose. Est-ce qu'on peut vraiment dire que... Et c'est là qu'on se pose la question de savoir, dans une industrie justement où les banques ont plus tendance à accompagner justement ceux qui sont un peu plus, on va dire quoi, un peu plus... Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à sortir des champions industriels avec l'accompagnement bancaire? Parce que on dit que les jeunes ne sont pas mieux, les jeunes ne sont pas matures pour pouvoir recevoir le financement. C'est ce qu'ils disent. Mais maintenant, quand ils accompagnent maintenant les autres, on ne voit pas celle qui a effectivement des succès, mais c'est des succès qui restent limités. Est-ce que les banques ne sont pas justement censées être celles-là qui doivent impulser et aussi même justement par leur accompagnement à créer des champions, pas seulement nationaux, mais aussi même dans la sous-région et peut-être même également en Afrique? C'est quoi exactement le problème? La banque n'est pas l'ennemi du jeu. Parce qu'on a tendance à penser que, ok, dès que tu es un jeune, tu vas entrer à la banque, on va te mettre dehors. La banque n'est pas un ennemi du jeu. Mais tu dis ça, on sort là maintenant, on voit 10 jeunes, au moins 9 qui m'ont dit que dans les banques, là, laissez tomber. Oui, moi, je vais appeler ça le manque de maturité et le manque de connaissance. Parce que quoi? Je t'ai donné un exemple. Si, à partir de 16 ans, tu commences un projet, tu le documentes, tu as ton portefeuille client, et tu te demandes comment? Moi, je suis jeune. Pour prendre un exemple. Oui, je suis jeune. Oui, je ne connais pas la comptabilité. Je me te demande ça comment? Et ça dépend du secteur que tu fais. C'est du bail en là. Quand tu achètes, tu revends. Tu as un fournisseur. Quand tu as un fournisseur, tu le notes. Tu as tes premiers clients. Tu les notes, tu vois, tu mets les marges que tu fais. Genre, prends un agenda. Tu prends un agenda. Tu commences à te documenter. Tu documentes ton activité. J'ai commencé telle date. J'ai tel client. J'ai telle base de bénéfices. Tu peux même mettre le ratio du marché. Ça veut dire, à un moment donné, le marché a basculé, les prix auxquels je gagnais, ça a augmenté. Je me suis adapté de telle façon. Donc, il faut voir ces autres réalités-là comme des variations des coûts sur des produits sur le marché ou des fois l'inflation qui peut tuer certains secteurs d'activité. Là, je peux comprendre. Mais de dire que la banque n'accompagne pas, non. Il faut venir avec des projets. Il faut venir avec une expérience. Moi, je dis souvent aux jeunes, si toi-même, ton frère dit, te dit, ok, donne-moi l'argent pour aller investir, il n'a jamais fait le projet là, est-ce que tu vas lui donner de l'argent? Il va lui dire, vous allez pas tous, non. Les jeunes vont dire non. Tu peux pas donner l'argent à quelqu'un qui t'a pas montré ce qu'il sait faire avec de l'argent. Mais combien ont la maîtrise d'investir? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, honnêtement, les jeunes africains sont programmés pour être des salariés. Parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Ce sont eux qui embrassent les charges à gauche à droite le plus tôt possible. Ils ne veulent pas se concentrer sur une activité et se donner à fond. Mais même en Occident, partout, les charges existent toujours. Oui, ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés. Attention, nous, ils sont dans un rapport 100 cas. On peut considérer que c'est comme si l'État a pratiquement abandonné
les jeux de la population, parfois, c'est dur, c'est extrêmement dur. Et quand on voit le rythme de vie, le niveau de vie parfois de cette heure au cadre de l'État, parfois on se pose la question de savoir si ce n'est pas nous qui travaillons pour l'État ou c'est l'État qui travaille pour nous. C'est la question que parfois on peut se poser. Donc du coup, je sais pas, toi tu vois les choses comment, parce que tu as mis en avant un élément, et c'est vrai qu'il y en a certains. Mais moi je pense quand on regarde un peu la situation, le constat est que la proportion de ceux qui veulent réellement faire par rapport à ceux qui ne veulent, qui sont moins enclins à le faire, est plus important. Maintenant, les dispositifs qui ont été mis en place par l'État est insuffisant justement pour créer le cadre qui va faire en sorte que ceux-là soient confortables ou alors soient toujours banalisés et motivés pour continuer. C'est quoi, Medina? Comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à ça? Ils veulent faire, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'accompagnement. Là où ailleurs, on accompagne les jeunes, et quand les jeunes se battent à faire quelque chose, il y a des accompagnements, il y a des ceci, il y a de cela. Aujourd'hui, j'ai vu un article qui parlait du fait que actuellement en Russie, il y a une vague depuis 2023 de Camerounais qui partent combattre la Russie. Ça veut dire que les gens préfèrent aller se déployer en Russie, mourir, que de rester au Cameroun. Des jeunes. On ne parle pas des gens de 24 ans, 23 ans, 22 ans. Ils préfèrent partir en Russie, mourir. Je vais te prendre un exemple de jeunes que j'ai côtoyé et qui m'ont raconté un peu leur activité. Il y a au Cameroun une activité qu'on appelle être apacheur. Je pense tu connais ce que c'est les apacheurs? Oui, je connais. Et l'apacheur, c'est comme à la vie qui n'est il y a un individu qui se lève le matin, il va dans les marchés, il se renseigne sur les prix dans les boutiques, chez ceux qui ont déjà eu la capacité de concevoir leur boutique, et il passe passer à vous. Il demande à tous ceux qui veulent les boutiques, venez dans ma boutique, acheter. Pourtant, c'est pas sa boutique, c'est la boutique. Il est tout simplement ce qu'on appelle au Cameroun un apacheur. Et lui, il a les commissions sur chaque vente qu'il effectue dans la liste. Je te prends l'exemple de deux jeux. Il y a un jeu, donc, qui est apacheur, qui va réussir à vendre en moyenne, on va dire n'importe quoi, 50 articles par jour dans les boutiques, et se faire un bénéfice de 20 000 francs par jour. Okay. Lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il avait 20 000 euros par jour? Il économisait 15 000. Il gardait 100 000. Bien entendu, on peut se dire que c'était pas tous les jours, mais il réussissait à épargner 300 000 francs par mois. Pendant 2 ans, il a réussi à atteindre 6 millions. Une partie, il a payé une boutique, une partie, il a avancé l'argent pour la marchandise. La deuxième, on a appris sa marchandise. Un autre jeune, toujours, qui est proche de lui, qui est pas cher comme lui, qui lui, lorsqu'il réussissait à vendre, il disait qu'il devait boire 2-3 billets par jour. Et il cherchait à atteindre il cherchait à avoir un certain montant, donc 1 million, pour pouvoir quitter le pays parce que le pays est trop dur. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, celui qui a pensé comme lui, qui avait la volonté d'économiser et de s'installer à son compte, il a déjà 2 boutiques. L'autre a essayé de sortir du pays 2 fois. Il a sombré. Il est revenu, il a essayé de travailler encore, mais il était déjà dépressif parce qu'il a perdu beaucoup d'argent en attendant la route. Finalement, il n'a pas pu continuer sans jour. Que pour être un apacheur, il faut aussi être vif. Il faut avoir des il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde au marché. Il a sombré dans les drogues jusqu'à ce qu'il a pu faire. Il a pu aller en prison pour donner une nouvelle. Voilà 2 modèles typiques de jeunes contrôlant notre communauté. Il y en a qui sont prêts à faire des sacrifices, économiser, qui savent là où ils vont. Mais il y a d'autres par rapport à des idées arrêtées qu'ils ont, qu'on ne peut pas évoluer. Ou bien ceux qui évoluent sont des sorciers. Ils entreprennent des activités parallèles. Ils ne se concentrent pas sur l'activité qu'ils sont en train de faire. Et vois-toi donc que si aujourd'hui, il y a des jeux qui émergent, hein, pas parce qu'on ne les met pas en avant. Il y a des jeux au Cameroun, accompagnés par les banques. Il y a des jeunes qui ont... Mais, bébé. Mais le fait que quand tu dis ça, l'arrêté, c'est que, du moins, quand il a arrêté, certains te diront qu'ils se font accompagner parce qu'ils sont dans les réseaux. On n'a pas besoin d'être dans un réseau. Je vais te parler d'une activité simple. Comme tu vois dans tous nos marchés, ce sont des niches d'argent. Il y a les gens qui prennent l'argent parce que papa est bien placé, ma mère qui est placée. On ne doit pas parler de ces... On ne doit pas... Dans tous les pays du monde, il y a l'aristocratie. Il y a des pays riches. C'est connu. Mais ça n'empêche pas que le monde évolue.
Mais dans les autres pays dont tu parles, justement, ben, il y a quand même l'accès au financement qui est généralisé. Aujourd'hui, des Camerounais qui arrivent en France réussissent à prendre les crédits scolaires, des crédits étudiants. Les Camerounais qui ne sont même pas français, mais réussissent à prendre les crédits étudiants. Là où nous, ici au Cameroun, ça n'existe même pas de crédit étudiant. Ils sont aussi faux, ça. Faut aussi, voilà, les Européens ont réussi à prendre ces crédits étudiants-là. Et généralement, les crédits étudiants sont les crédits faits pour vous accompagner à fréquenter, c'est faire fréquenter, à financer, la scolarité. Mais non, il faut t'en vivre ça au Cameroun, c'est 50 000. Si tu veux aller sur ça, c'est l'université, ça c'est l'université publique. Mais on sait très bien que quand les parents cotisent pour, c'est pas envoyer dans les universités privées, on peut les connaître très bien. Du côté des chers, les tarifs de nourriture très chers. On est tous les chars de notre société, ils vendent très cher. Mais ce n'est pas une excuse. Moi, je dis bien, ce n'est pas une excuse. Un jeune Camerounais qui est en santé ne doit pas pouvoir manquer de quoi manger au Cameroun. Nos marchés là, ils sont pleins. Aujourd'hui même, si tu vas, je dis n'importe quoi, nous sommes à Yaoundé, si tu vas ici au marché de Fundi, il y a des camions qui déchargent là à partir de 3 heures du matin. Et c'est bizarre, tu vas voir, ce sont les mamans qui viennent pour acheter ces cajots de tomates là. Où sont nos jeunes? Ils sont en train de critiquer sur les réseaux sociaux. Ils rêvent d'être influenceurs. Nos mamans ne dorment pas, elles partent alimenter leur comptoir. Le thème baillant, c'est là. C'est ni à cause de ces mamans-là. Elles achètent le matin la marchandise. Elles revendent le soir. Elles n'ont pas de, eux font de commerce de 100 000 francs. Elles envoient 3 personnes à l'école. Nos jeunes sont là. Ils veulent être influenceurs. Ils ne veulent pas s'asseoir sur un projet. Dès qu'ils commencent une activité, dès qu'il y a une difficulté, ils disent non. Le pays, dans tous les pays du monde entier, il y a le chômage. Dans tous les pays du monde entier, il y a le chômage. Même aux États-Unis, la proportion du chômage par rapport à celle des jeunes est inférieure. Je suis d'accord. Ça, en fait, la réalité. Si tu pars déjà du principe où tout le monde entier, il y a le chômage. Le chômage, il est situé, le chômage est partout. Tu dois comprendre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même avec la meilleure politique du monde, ça veut dire qu'il n'y a plus de détournements, tout est régulé, il y a toujours des jeux qui chauffent. Donc, ça doit être un mindset en plus pour se dire, OK, malgré mon environnement, je dois me servir de mes moyens. Aujourd'hui, les jeunes souffrent parce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Ils choisissent ce qu'ils veulent faire. D'autres vont dire, non, ce métier est trop dur pour moi. D'autres vont dire, non, moi, je ne peux pas être un secrétaire. Je ne suis pas né pour ceci. De plus en plus, ils préfèrent prendre la mer. C'est vrai, c'est dur. Le débat aujourd'hui, c'est l'accompagnement des jeunes. Mais ce que moi, je reproche donc à la jeunesse, cette jeunesse à laquelle nous on appartient, c'est de pouvoir rester sur une certaine période, sur un même secteur d'activité, pour revendiquer une certaine expérience et pour venir demander un accompagnement. Je vais encore te donner une autre anecdote. J'ai connu une jeune demoiselle qui avait travaillé dans une de mes entreprises, qui était responsable commercial dans une boîte de cosmétiques. Okay. Son travail était de convaincre les clients chaque jour pour pouvoir acheter un produit. Okay. Et quand elle achetait les produits, ça c'est avant d'avoir travaillé avec toi ou après d'avoir travaillé avec toi? Avant d'avoir travaillé avec moi. Ok. Avant d'avoir travaillé avec moi. Parce que quand elle a travaillé avec moi, elle sortait peur du chômage parce que elle avait plus travailler là-bas. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Elle revendiquait des ventes d'environ 500 000 francs par jour. Oui, parce qu'elle était très forte dans le marketing. Elle communiquait sur les produits. 500 000 francs de chiffre d'affaires, je précise bien. 500 000 de chiffre d'affaires. Elle était en même temps télémonsédienne, oui. Et la boîte était très... L'entreprise était camerounaise. Et puis camerounaise. Oui, je préfère faire le nom d'une entreprise camerounaise. Et une des commerciales vendait 500 000 francs par jour. Et elle avait des... Une seule commerciale. Une commerciale. Ça engorde. Des gens qui possèdent de commerciales. Oui. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Elle vendait chaque jour 500 000 francs. Elle avait des commissions. Elle pouvait aller, son salaire pouvait aller jusqu'à 300, 400 000 francs par mois. Ça fait 15 millions. Une commerciale. Je te promets. Et donc, lorsque British Bastos ou BST, il dit non, c'est une entreprise à boire. Non, il y a des entreprises qui font du chiffre. Et la cosmétique, là, ne passe pas à côté. La cosmétique, c'est une niche. Il y a des milliardaires à cause de la cosmétique au Cameroun. Et pourquoi elle a arrêté? En tout cas, je laisse aborder. Donc, lorsque, parce que dans son contrat, son salaire devait être progressif. Choqué. Elle avait appris à mentir. Elle me disait déjà l'activité.
Maintenant, lorsque elle a commencé à l'entreprise a eu des difficultés, peut-être. Soit dans la conception de produits, on a décidé de baisser son salaire, même quand elle maintenait son rythme de vente. Quand on l'a cessé de la payer, elle a démissionné. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté complètement de la payer, ou bien ils ont baissé son salaire, et pourtant elle leur donnait son chiffre d'affaires. Et ensuite, ils ont arrêté de la payer. Ils ont arrêté de la payer parce que les coûts, avec 500 000 par jour, les coûts de production d'usine, l'usine a eu un problème. Ils produisaient ici au Cameroun, et il fallait réinvestir de l'argent pour remettre l'usine sur pied. Donc, même si vous restez vendre les produits, tant que la machine qui produit, qui génère ces produits, elle s'arrête, ça veut dire qu'à un moment donné, le stock va s'épuiser, et tout va ça dans l'entreprise pour pouvoir pallier à ce manquement, à baisser les salaires, pour pouvoir réinvestir sur l'usine de production. Et donc, elle était pas contente, elle est partie. Donc, quand elle est partie, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait en ce temps? Elle m'a répondu, elle a postulé dans plusieurs entreprises, et on ne l'a pas retrouvée jusqu'à ce qu'elle prenne. Avec ce CV-là, avec ce CV, avec ces chiffres qu'elle avait eu, là. Je lui ai demandé, est-ce que tu connaissais comment construire ça? Il dit, oui, non, je construisais tout ça devant moi. Et tout. Je connaissais ça plus que pour parler au client, il fallait que je le convainc, je lui dise les produits qu'on utilise, comment ça se fait, et tout. Je lui ai demandé, mais, et tu connaissais comment est-ce que, on faisait pour vendre, comment est-ce que tu es en contact avec les clients? Il dit, oui, j'étais responsable marketing, c'est moi qui montais toute la chaîne, on utilisait les pages Facebook, TikTok, on avait des sponsors, on était monté sur tout. Il dit, et tu n'as pas pensé que tu pouvais mettre encore pour marque ou qu'on se pensait? Non, elle me répond, non, c'est difficile. Quand tu veux demander à quelqu'un de t'accompagner, les hommes veulent seulement te prendre pour faire. J'ai postulé dans plusieurs entreprises, on m'a pas recruté, moi, j'étais d'abord à la maison. Je me suis posé des questions, je lui ai dit, mais tu vendais pour 500 000 francs par jour. 500 000 cartes avec cette glace. On ne t'a pas raté. Je lui ai dit, est-ce que tu as le portefeuille de tous tes clients avec qui tu travailles, à qui tu as vendu? Oui, je peux me retrouver, j'avais plus de 2000 clients, je te rapporte, elle a un portefeuille de plus de 2000 clients. Je désire la cosmétique. J'ai une offre. Et qui génère 500 000, je gérais ça, par 500 000 par jour. Et 500 000 par jour, c'est énorme. Elle me dit, certes, elle n'a pas la formule exacte, mais elle peut savoir comment on fait le produit. Je lui dis, mais est-ce que tu as essayé de faire un business plan pour proposer aux gens et tout? Est-ce que tu sais que ce portefeuille de 2000 personnes qui sont intéressées par les produits de cosmétiques, c'est une niche à faire valoir. Est-ce que tu allais le proposer ça à tes anciens? Là, tu demandais le travail. On a dit non, on ne me laissait même pas l'occasion. Quand nous postulons, on ne me rappelait pas et tout. Je lui dis, mais attendez, tous les jeux, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, tu te rends compte, une dame comme ça, qui a la capacité de vendre et qui s'est retrouvée au chômage. Aujourd'hui, dans mon entreprise, quand même, je te promets, elle fait du bon chiffre. Elle a fait du bon chiffre, pas pour moi, parce que vraiment, elle a voyagé. Elle est très compétente. Mais elle a passé pratiquement 2 ans à la maison. Parce qu'elle ne savait pas comment convertir ce travail qu'elle a fait là, en entrepreneuriat. Si c'était une personne dynamique, elle aurait été une concurrente. On aurait été dans un autre pays. Elle aurait été une concurrente féroce pour cette entreprise qu'il a licenciée. Avec cette capacité de vente. Mais aujourd'hui, pour le jeune, il pense cette ambition, il se décourage rapidement. Il cherche le cadre idéal pour se développer. On doit tout faire pour qu'il vienne se développer. Ils ne veulent plus souffrir. Et, pour un autre exemple, ça c'est vraiment une histoire, c'est pas une histoire, mais c'est un fait marquant de notre société. Et que je reproche à beaucoup de jeunes. Au Cameroun, quand j'ai fini à l'université, quand il a son diplôme, s'il est à Yaoundé, il va déposer 5 ou 6 demandes d'emploi. Il va s'asseoir à la maison, il va dire à sa tante ou son oncle, son bain que le Cameroun, c'est les réseaux, c'est les sectes. Je ne peux pas travailler. J'ai déposé 6 demandes, je ne m'en ai pas appelé. Quand un jeune, en moyenne, sort de l'université en France, tu sais combien de demandes d'emploi il fait? Celui qui n'a pas fait de demande d'emploi, il fait 180 demandes d'emploi. 180 demandes d'emploi. Et Yvan, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, je peux pas entrer dans les détails. Tu vas me dire que quoi, qu'il faut les mails, je veux pas oser. Et pour les panels, C'est à les mails aussi. même chez nous ici, il y a des grandes entreprises où on peut postuler par mail. Il y a des, si un jeune qui sort de l'école, le temps de trouver un emploi décent, ou bien tu vas pouvoir suivre ses capacités,
Je mets à défi tout jeune qui sort de l'université. Pas un faux diplôme qu'il a jeté, qui a eu sa compétence, qui fait 80 demandes d'emploi, qui me disent si on ne l'appelle nulle part. Il va me dire si c'est demain Cameroun comme coton. J'ai dit, je mets à défi un jeune. Il sort de l'université, il a son diplôme, il sait qu'il a sa compétence. Il fait son CV, il fait sa lettre de motivation. Il fait 80 demandes d'emploi. Il y a les entreprises, il n'y a pas que les multinationales, il y a les startups. Il va me dire s'il va rester à la maison. Mais non, chez nous, ici, dès que je fais 10 demandes, il rentre, il dit aux parents, il dit, ah, c'est vrai que maintenant, s'il n'y aura pas la réaction, je ne peux pas travailler. Donc, les jeunes ont tellement d'excuses dans notre contexte. C'est surtout que quand tu regardes, on va dire quoi, le fonctionnement, on va dire quoi, du recrutement au Cameroun, très souvent, on va dire quoi, c'est assez opaque. C'est assez opaque comment c'est fait. Parce que, déjà, les canaux d'acquisition ne sont pas accessibles, souvent très rendus publics pour les jeunes. Il y a le Fonds national de l'emploi. Généralement, le Fonds national de l'emploi, on va dire que beaucoup vont faire les retours comme quoi les propositions sont d'un tout autre ordre. Ça veut dire que tu peux te déposer comme on va dire quoi, assistant de direction, un mec qui fait des propositions dans des secteurs qui n'ont pas grand chose à faire. D'abord, tu sais le gagner en expérience, Simon. Ça, on maintenant la situation. Parce que les études, j'ai fait 1 an de stage, je n'étais pas payé. Pas que je voulais regarder gagner en expérience. Mais les jeunes sont prêts à faire ce sacrifice nos jours. Mais c'est aussi parce que quand tu regardes ici, il faut aussi comprendre le sens au coup. Moi, par exemple, je suis comme toi. Oui. On s'est battu. Oui. On s'est battu. On a pris des décisions qui peut-être allaient à l'encontre même des recommandations des parents. C'est ce qui s'est passé. Je n'en pas forcément les détails, mais on pourra revenir dessus plus tard. Mais là, nous, c'est un peu comme des épiphénomènes. Ça veut dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Okay. Déjà parce que bon, la réalité c'est que toi et moi, on n'est pas de famille. On n'est pas riche non plus. Mais on n'est pas pauvre non plus. On est un peu au milieu, on va dire ça comme ça là. Ça veut dire que on manque pas à manger, mais bon, c'est pas depuis qu'on va acheter une PlayStation par exemple directement. Mais il y a des familles quand même où c'est difficile, c'est vraiment difficile. Ça veut dire que même une fois, c'est-à-dire qu'il y a un compte à rebours dès que tu finis les études. Que de temps en temps, tu rentres un truc comme ça, là, tu regardes le papier, tu regardes ce qu'on fait, tu dois chercher un boulot. Hein. Et le boulot, il va être un boulot où tu pars, tu te lèves le matin, tu rentres le soir et on se regarde comme ça. Et que le boulot, là, c'est qu'il faut que tu participes à la maison. Du coup, quand toi-même, tu as déjà cette charge-là, que cette pression que la famille te met, c'est difficile de sortir et de dire que tu vas chercher un boulot pour l'expérience parce que la famille t'a déjà mis la pression que tu dois avoir un boulot qui te ramène de l'argent. On n'a pas le temps d'attendre que tu fasses l'expérience parce que nous, on s'est abattu pour que tu sortes de l'école, pour que tu aies ton diplôme. Il y a cette pression familiale là, sociale même que dès que tu sors de l'école, tu pourras déjà chercher, avoir un travail. Et pas un travail d'expérience, un travail qui est luminaire. Moi-même récemment, on a recruté pas mal de jeunes et on discutait avec eux. Et s'il y a une chose qui est revenue, des jeunes qui sont à peine de l'école, là, oui. S'il y a une chose qui est revenue, c'est surtout au niveau la discussion, la grande discussion qu'on a, enfin de grande discussion, du moins dans les discussions qu'on a avec eux, c'est le salaire, le contrat, ceci, qui est très bien. Mais quand on a essayé un peu de pousser autre, tu comprends que les familles mettent la pression. On t'a abonné à l'école, on s'est battu pour que tu fréquentes dans les bonnes conditions. Tu dois maintenant te battre aussi maintenant pour nous alléger la blague. Et il n'y a pas de, on va dire quoi, de décalage après 1 an. Bon, on te laisse encore 1 an ou 2 ans. Non. C'est dès que tu finis, le jour où tu prends un temps, tu prends les dit que demain, commence à, et dès le avant, t'avais à dire de chercher à le travail. Pour que dès que tu finis, on t'embauche directement. Et c'est ça, il vient. Maintenant, quand tu dis que vraiment les jeunes ne cherchent pas, ils cherchent. Le problème, c'est que ils n'ont peut-être pas la même flexibilité. Les familles ne leur donnent pas la même flexibilité pour pouvoir justement prendre du temps. Moi, je vais te donner, bon, tout à l'heure, après, j'aimerais quand même d'entendre dessus, sur ça, parce que après, je vais te raconter une petite anecdote aussi. Je vais te donner un cas typique. Communauté nordiste en général, pour ne pas indexer une population. On les identifie tous ceux qui
sont des familles nombreuses, ils ne partent pas à l'école. La plupart chez eux ne partent pas à l'école. Ceux qui sont pas scolarisés. C'est-à-dire, ces baïancels qui sont dehors là, comme deux nordistes qui n'est pas scolarisés, qui squattent. Dans notre contexte, on connaît très bien ça. Ils squattent dans les chantiers. Généralement, les papas sont gardés. Les enfants, ils ne commencent même pas la scolarité. Dès qu'ils atteignent 3 ans, 4 ans, on leur met un plateau d'arachide sur la tête. On en voit beaucoup dans notre communauté. C'est une réalité. C'est pas un tarou. C'est pas une insulte. On parle de ce qu'on vit. Lorsqu'ils commencent, on leur apprend déjà le commerce dans la tête. On les fait comprendre. Vous savez les commerces. Toutes ces familles que tu me dis qui n'ont pas de moyens pour payer la scolarité, quelle est leur excuse? Cette famille, à hausse entre guillemets, que nous voyons dehors, c'est une nordiste, cette communauté-là. Ils ont de 4, 5 enfants, 6 enfants. Ils vivent dans les chantiers. Ils apprennent le commerce dès le bas âge à leurs enfants. Qui commencent à vendre. Aujourd'hui, c'est les arachides. Demain, ils vendent en bouteille, les caramels. D'autres essaient d'évoluer au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a la gestion, même chez ceux qui ne sont pas nantis. Donc, même chez le pauvre. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être mal organisé. Non. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être mal organisé. Donc, tu peux accoucher tes enfants. Tu n'as pas l'argent pour les aller à l'école, mais ça n'est pas une excuse pour que tu ne leur donnes pas une éducation. C'est pas une excuse pour que tu dises que, ok, je n'ai pas eu les moyens pour l'accompagner ou toi devenir bandit. Il y a ceux qui sont à côté de vous, qui dans leur communauté ne vont même pas à l'école. Dès que l'enfant a 3 ans, met un plateau sur la tête. À 5 ans, il a un bras droit quelque part. À 10 ans, ainsi de suite. Il y a beaucoup qui passent par ce chemin. Beaucoup de musulmans que dans notre communauté. Quelle est l'excuse de ce que tu me décris? Il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce qu'on est pauvre, on doit être mal organisé. On doit pouvoir s'orienter. Parce que si vous n'avez pas de gestion, si vous ne savez pas ce que vous voulez, tu es un homme, tu te bats, tu fais tes 1, 2, 3, 4, 5 ans. Quand tu as pris l'exemple tout à l'heure d'une famille où on te paye l'école quand tu dois rentrer. Beaucoup de jeunes dans notre milieu fréquentent et travaillent en même temps. C'est parce qu'ils se tapent. Aujourd'hui, on rend ça comme une caricature. Mais c'est copié sur le modèle canadien. Je comprends pas. Tu sais que beaucoup de jeunes actuellement, ils partent au lycée, et le soir, ils travaillent. Les week-ends, ils sont dans les marchés. C'est connu. Dans notre contexte, il y a beaucoup d'enfants qui sont au lycée, mais ils sont pas beaucoup non plus. Non, il y en a quand même, ils sont beaux. Il y en a certains comme moi. Parce que là, on est vraiment en train de parler de la base classe. Parce que tu as attiré mon attention sur ces jeunes-là qui ont des obligations, qui ont des pressions, pour qui les papas attendent quelque chose de soi. Et je te fais donc comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre contexte qui travaillent les week-ends, les soirs, et le lendemain, ils sont au lycée. Et il y en a qui s'en sortent. Quelle est l'excuse que ces autres familles ont? Ils n'en ont pas. Je viens de te décrire encore certaines communautés qui, dès le bas âge, les enfants savent qu'ils vont pas aller à l'école. On les met un plateau avec les arachis. On les voit, ils sont nombreux. Ils sont encore quand même une communauté dans notre pays. Ils n'ont pas d'excuse. Et aujourd'hui, on m'a dit que, ok, c'est la souffrance, c'est ceci, le gouvernement. Mais en Europe, le business model qui dit que, ok, tu fréquentes et tu jobs. Qu'est-ce qu'on appelle la planche? La planche, c'est quoi? La planche, c'est laver les assiettes. Il y a McDonald's, la planche, c'est laver les assiettes. Il y a les petits jobs. Ouais, aujourd'hui, on va tout dire. Aujourd'hui, ici au Cameroun, Mais ce qui existe très peu ici au Cameroun, il y a très peu d'entreprises qui embauchent des jeunes. très peu d'entreprises, ce n'est pas structuré, certes. Et puis, ils viennent aller dans l'informel, ce n'est pas structuré, ben, l'informel est fait pour ça. Pour donner la possibilité à ces jeunes qui n'ont pas d'encadrement de pouvoir gagner, avoir leur gagne-pain. Et je te donne l'exemple des familles qui vivent comme ça dans l'informel. Le gouvernement sait très bien que là-bas, c'est la barre les arrachés. Les nordistes qui vendent les arrachés ici au Carrefour, au CAC, elles peuvent vendre 20 bouteilles d'arachide par jour. Ça fait un chiffre d'affaires à raison de 1500 francs par. Ben oui, qu'est-ce que tu dis? Il va goûter mieux. Elles peuvent vendre 11 litres par jour. Ça fait 2000 francs par jour, le chiffre d'affaires. Ça fait 200 000 francs par mois. C'est pas ce que Je te dis que les nordistes là qui vendent les arachides au rond-point nos cas, elles peuvent vendre 20 bouteilles par jour. Moi, je passe souvent là-bas, je m'arrête, je prends 5 bouteilles. Je te dis, ça fait 900 000 francs de chiffre d'affaires par mois. On va dire c'est goût disparaît. Je te dis qu'elles peuvent faire 20. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Même si elles vendent 10 bouteilles, ils vendent. C'est des chiffres d'affaires, c'est combien? Les bouteilles là, elles les ramassent. Elles ne les payent pas. Les arachides, elles les prêtent en gros. Elles font le tri avec les enfants à la maison. Il n'y a pas d'excuses. Les jeunes ont trop d'excuses dans notre contexte. Mais est-ce que c'est pas parce que justement le contexte donne justement, veut dire que
n'est adapté que justement au fait d'avoir des excuses. Moi, je dis ça comme ça parce que, en réalité, quand tu vois, je me rends compte que beaucoup de ceux qui essaient de se battre, j'ai l'impression qu'ils ont une mentalité qui est, on va dire quoi, en décasage avec les réalités du Cameroun. J'ai l'impression que ceux qui s'en sortent sont ceux qui, culturellement, ont une sorte d'affiliation avec eux ailleurs, même si c'est indirect. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce thème-là. Parce que il faut d'abord définir ce que tu appelles ceux qui s'en sortent. Sinon, ça veut dire Pas ceux qui s'en sortent. ceux qui réussissent, par exemple, Au Cameroun, il faut savoir que tous ceux qui disent qu'ils meurent de faim, ce sont les gens qui ont choisi un certain d'activités spécifiques et qui ont dit qu'ils ne veulent pas tourner de là, sortir de là. Le Cameroun actuel, avec son système avec son management, est fait pour que tous les Camerounais aient de quoi manger chaque jour. Pourquoi? À cause de cette liberté. Si aujourd'hui on vit avec le secteur informel, mais la liberté, elle est juste condamnée à un niveau. nous sommes d'abord que Elle veut dire vraiment, on ne sait pas embryonnaire, ce n'est pas un niveau qui permet de développer. c'est un niveau qui permet de développer. Là, c'est sûr, c'est plus dans la remise. Ça va pour la liberté, à partir du moment où tu ne dis pas certaines choses, des grands ne sont pas besoin comme ça là. Et ces gens, vous avez un niveau, à partir du moment où ça reste là-bas entre vous. Je te donne un autre exemple vivant. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait des études universitaires, quand il finit, je dis n'importe quoi, il y a une communauté ici qui dit qu'elle est vraiment marginalisée, les enseignants. Okay. Aujourd'hui, un enseignant, quand il entre à l'école, il sait qu'il va faire 5 ans, il aura un salaire décent et il va travailler pour ce job-là. Aujourd'hui, déjà, on a des enseignants qui sont fonctionnaires. Il y a d'autres qui sont non fonctionnaires, mais ils sont censés aller travailler dans le privé. Okay. Et quand ils sortent, comme ce sont des intellectuels déjà après avoir fait des études supérieures pour être enseignants, ils sont beaucoup frustrés. Mais un enseignant ne devait pas, c'est lui qui forme le gouvernement de demain. Tout le monde est passé par un enseignant. Il faut contextualiser la chose. Notre gouvernement a déjà montré que ils ont une faiblesse à situer tous nos salariés, tous ceux qui aspirent à être fonctionnaires. Quand tu entres aujourd'hui enseignant et que tu sors, mais tu as fait quoi situer? Situer, ça veut dire avoir un management qui va permettre de recruter tous les enseignants et de les payer, comme ça se fait dans beaucoup de pays dans le monde. Ce qui fait que notre gouvernement, qui est une épaisse. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? C'est criant parce que vous... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Parce que, au-delà du fait qu'on dit, OK, le gouvernement n'a pas la responsabilité, ce qui est très vrai, ils doivent trouver du travail, on paie des impôts et tout ce qui va aller. Les parents de ceux qui sont là. Nous également, la communauté, on ne les aide pas non plus. C'est vrai, tu vas me dire que, OK, quelqu'un a fini, je donne le bon point. 5 ans d'enseignement, est-ce qu'il va penser à faire autre chose alors qu'il a son diplôme d'enseignant? Moi, je te dis oui. Je te dis oui, pourquoi? Je te dis oui parce que tu es dans un contexte de crise. Le problème des enseignants, c'est un problème qui sévit depuis de longues années. On sait qu'au Cameroun, par défaut, on dit que les enseignants n'ont pas l'argent. Vous avez dit qu'il n'y aura plus d'enseignants. Je n'ai pas dit qu'il y aura plus d'enseignants. Mais tu ne peux pas être dans un environnement où tu sais que les enseignants n'ont pas l'argent et tu dis je vais faire les études pour être un enseignant et je vais aller bagarrer avec le gouvernement. Non. Si tu prends si tu prends ce chemin, et tu arrives, il n'y a pas d'argent, tu sais depuis le début de ta formation que il y a des possibilités que quand je sorte là, je n'arrive pas à avoir une insertion parce que ce n'est pas la priorité de la politique de mon pays. Tu lances une activité commerciale en parallèle. Ou tu essaies de faire autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, on va dire qu'on a des enseignants mesquins, on a des enseignants tachemans, mais je les salue. Tous ceux qui essayent, malgré eux, de faire ces activités en parallèle. Tous ceux qui parlent, malgré qu'ils ont des grands diplômes, ils lancent des activités commerciales pour pouvoir gagner leur pain. Au lieu de partir simplement dire, nous ne voulons plus, on veut que les enseignants soient payés. Le système va finir par changer. Il y a des syndicats qui sont là, qui militent. Mais ne restons pas en meurtre chez nous, parce qu'on dit, OK, j'ai été formé pour être un enseignant, je ne peux faire que l'enseignement. Je ne suis pas d'accord avec ce peuple-là. Il faut trouver des moyens pour s'en sortir pendant qu'on fait la pression sur le gouvernement. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se sacrifier, on dit non, si je n'enseigne pas, je ne fais rien d'autre.
On montre les vidéos, comment on est dans des chambres à 5 000 francs par jour, comment on a maigri, alors qu'on a nos deux mains, nos deux pieds. Le Cameroun est en chantier, il y a des chantiers partout, il y a des manœuvres, il y a les marchés, il y a les commerçants, il y a l'agriculture. Mais on a dit, ok, j'ai été formé, je dois travailler, on met la pression sur le gouvernement. Je ne dis pas que ce que le gouvernement fait est bien, faut qu'on se comprenne. Mais je veux faire comprendre que on peut être un intellectuel, on peut être un docteur, on peut être ceci, mais on se rapporte que, ok, le gouvernement ne nous a pas accompagnés, la politique est mise sur pied, ne marche pas. Il ne suffit pas de les décrire, mais pendant qu'on les décrit, on fait quand même quelque chose autre, qui nous permet d'avoir notre gagne-pain, qui nous permet de lever pour une famille. Faut pas seulement se dire, ok, comme je suis un enseignant, je ne peux qu'enseigner. Comme je suis un ingénieur, je ne peux que construire des immeubles. Non. En plus de notre formation qu'on fait, on doit, pendant qu'on cultive nos gouvernements, être des manœuvres, être des bails en serra, être des personnes qui participent dans le chantier à l'économie des ramasseurs, des ramasseurs de poubelles. Même s'il faut être ramasseur de poubelles et que ça te permet de vivre, tu le fais en attendant que les choses puissent changer. Ce n'est pas en restant sur les réseaux sociaux, en disant que, me voici, je suis dans ma chambre, j'ai mon diplôme d'enseignant, je ne travaille pas depuis 5 ans, je suis malade, je vais bientôt mourir. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ces peuples-là. Parce qu'il y a des Camerounais, il y a des jeunes, il y a des Africains qui n'ont pas pu aller à l'école et qui ont commencé quelque part et aujourd'hui s'en sortent. Mais en quoi ça va aider les gens à lever les fonds ou lever les bacs? Oui, en quoi ça va aider les gens à être allés en quoi? Quelqu'un qui va aller maintenant ramasser la poubelle, quelqu'un qui va aller être maçon, quelqu'un qui va aller être bensigné, ça va l'aider en quoi maintenant pour lever les fonds? Ça va l'aider en quoi? Ça va l'aider parce que il aura une expérience, il aura une clientèle, il aura des factures, il aura une comptabilité, une trésorerie dans le secteur d'activité qu'il aura choisi. Et quand il va bien hurler cette activité-là, il pourra venir maintenant auprès des banques, auprès des investisseurs, dire que, ok, je vide les poubelles depuis tel nombre d'années, j'ai vidé les poubelles avec chez de X nombre de maisons, on me payait contre ceci. Aujourd'hui, je veux un camion pour pouvoir vider les poubelles maintenant en tel arrondissement. Peu importe le secteur d'activité que tu vas m'expliquer, que tu vas me présenter, je saurais te dire comment faire pour accrocher la PAC. Mais les jeunes aujourd'hui, c'est ça le problème. Se concentrent sur un secteur d'activité et ils se trouvent, ils restent fermés. Donc, il faut vraiment qu'on essaie d'expliquer tous ces mécanismes-là. C'est trop facile de rester et se plaindre. Il faut bien que les gens changent. Parce que ce même esprit que les jeunes mettent dans le laxisme à entreprendre, c'est le même laxisme qu'ils mettent en politique, qui pensent qu'ils ont les mêmes dirigeants. Si aujourd'hui quelqu'un apprend que je ne suis pas enseignant, je vais aller être maçon. Et je vais sortir dans la maçonnerie. Demain, ça va donner de la résilience pour permettre à ceux qui essayent aussi de défier les politiques que, ok, nous, on n'est pas habitués à nous laisser faire. Même en politique, on va venir vous bousculer. Mais si déjà quelqu'un dit, ok, moi j'ai été formé, je dis n'importe quoi, à la maçonnerie, on ne me prend pas comme maçon, je ne peux pas commencer à élever les coulées à côté de chez moi pour vivre. Peu importe le domaine d'activité, ou bien celui qui était informaticien, celui qui était médecin, celui qui était infirmier. S'il dit, ok, ce n'est que ce métier que j'ai appris, je ne peux pas faire autre chose parce que moi, je suis un grand infirmier, je suis un grand ingénieur. Mais c'est avec cet esprit que les politiques vont aussi nous mettre à notre place. Alors que celui qui a la capacité à s'adapter à son environnement, à auto-créer des richesses, à traverser la frontière pour dire, ok, demain, je trousse les mains, je vais créer mon petit champ ici, je fais mon expérimentation de ma tomate, je veux demain la vente. Je vais bénir dans tel secteur d'activité, je vais créer ma boutique, je vais essayer d'ouvrir un commerce. Malgré le fait que j'ai les compétences dans un autre secteur d'activité. Comment est-ce que demain il va pouvoir revendiquer? Et pour dire donc que le personnel de la finance veut simplement une expérience dans ce que tu as fait. C'est pas pour rien que les fonctionnaires ont des crédits parce qu'ils sont accompagnés par l'État. On dit, ok, lui, tant qu'il va pouvoir continuer à enseigner, on va lui faire le crédit. Et parce qu'ils estiment que l'État c'est un bon payeur et que mine de rien, l'État va tout payer. Exactement. Si tu vis aussi, d'abord, il a dit, c'est quoi? Si tu es réalisé avec une activité que tu mènes depuis un certain nombre d'années, tu vas être accompagné. Tu vas me dire, oh, si on, peut-être aussi, ceux qui n'ont pas suivi, tu m'as dit comment les jeunes avec quand ils vont prendre l'argent, l'expérience. Je peux dire non, commence tôt. Commence donc à 16 ans. Commence tôt. Comment ton activité à 16 ans, on doit créer ton activité à 16 ans? Ben oui, je t'ai donné les familles qui ne partent pas à l'école.
Bon, là, ils sont dit, bon, elle sera forcément informelle. Bon, ça dit, bon, tu seras informel parce que tu peux, si tu évolues dans un certain ordre, non, mais si tu vas la formaliser, tu peux même pas créer une entreprise à 16 ans. Tu peux pas créer une entreprise à 16 ans. Oui, mais on se doit avoir la grâce bien rapide, ça, ouais, grâce à l'art, du parent. Il t'a dit que tu peux lui commencer à lever des fonds près de tes camarades de classe. C'est pas faux. Et ainsi de suite. Comment ça, tu développes? Mais on a les Camerounais de plus en plus avec les réseaux sociaux, les jeunes africains en général. C'est ça. C'est que je me suis promené dans tel domaine. Est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas retrousser les manches. Je ne peux pas. Et pourtant, on a des communautés autour de nous qui ont un modèle économique qui réussit, qui se perpétue. Et parce qu'ils vivent sans complexe. Mais les autres, parfois, genre, à un moment donné, peut-être même ce sont les études qui rendent les Africains finir, excuse-moi de le dire. Mais, au-delà, c'est peut-être une possibilité. Oui, parce qu'avec ces études, on refuse de retrousser les manches. Bon, parce que aussi, le modèle aussi, les modèles viennent d'où? Ils viennent de l'Occident. L'Occident qui est une culture totalement différente, des idées totalement différentes, et qui ne sont pas mises à jour et contextualisées. Je me rappelle, moi, quand j'étais en marketing, bon, il y a plusieurs faits, mais un fait qui m'a toujours marqué, c'est le fait qu'on avait un livre qui s'appelait le Kotler. C'est un livre de marketing pour ceux qui s'y connaissent. Donc, les étudiants en marketing, ils doivent avoir de quoi je parle. Et également, ceux qui ont fait marketing doivent avoir de quoi je parle. Donc, c'est un gros livre rouge qui est plus ou moins comme le livre de Denard en première année. Je pense que c'est première année. Et dans ce livre-là, on nous faisait comprendre que voici comment on fait le marketing. OK? En gros, si tu veux faire le marketing, c'est simple, la Bible du marketing. Et tu lis le livre, c'est un livre déjà écrit, le nom déjà te dit tout, Kotler ici, il est pas camerounais, il est pas africain. Oui. C'est un livre qui a été fait par les Européens, par les Occidentaux, pour le modèle occidental. On ne parle pas d'hypermarché. On n'a même pas de rien de supermarché au Cameroun. Ok. Parce que les définitions qu'ils donnent pour un simple supermarché, il n'y a aucun supermarché au Cameroun. Si tu regardes ça. Alors, en termes de superficie, en termes de métrage des parkings et autres, je regarde les standards, les ici, ça veut dire qu'on n'a pas de supermarché au Cameroun. Vu que, si on peut, bon, c'est récemment maintenant que les carrefours sont arrivés et autres. Et même encore là, quand je suis sûr que si je vais regarder et qu'on regarde encore bien, il peut avoir effectivement des petits, on va dire encore des petits manquements. Mais à l'époque, quand tu regardais et quand on faisait les descentes sur le terrain, on partait voir les Santa Lucia, les Dog, les consorts, on regardait les POK, supermarchés, on regardait, enfin, c'était plus de la catégorie en bas de supermarché que réellement supermarché standard des Européens. Mais par contre, nous, quand on faisait le cours, nos professeurs nous disaient jamais que non, remettez ceci en question parce que ce n'est pas réellement adapté au contexte ici. Et on se retrouvait à faire le cours avec des éléments qui viennent de l'Occident, sans contextualiser, et nous, on nous jugeait dessus. Ça veut dire que quand on nous posait les questions de savoir qu'est-ce qu'un supermarché, nous, on devait répondre avec les réacteurs européens qui étaient donnés par le livre. Alors que quand on descendait sur le terrain, on se rendait compte que, en fait, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Et, tu vois, c'est la même éducation qui va être, on va dire quoi, formatée dans les véhicules. Et ceux qui sortent après, ils sortent avec ce formatage-là. Mais c'est un formatage qui n'est pas camerounais. C'est un formatage qui est européen. Pour dire que même l'éducation déjà se rend compte déjà, enfin, il y a un vrai problème. Et je pense que c'est systémique parce que justement, comment est-ce qu'on veut faire confiance à une génération? Et à cette même génération, on ne donne pas les arbres de compréhension de la réalité du terrain. Et c'est la même chose qu'on reproche aux jeunes, juste à ne même pas les autoriser d'un point critique. Moi, je pense que c'est un peu comme si on faisait tout pour que tu échoues, et quand tu échoues, on va te reprocher d'avoir échoué. Ça veut dire qu'on fait tout pour te mettre les bâtons dans les roues, et quand ça se passe mal, on me dit, ah, vraiment, toi, là, vraiment, on sent que vraiment, tu ne voulais pas avancer. Mais si t'inquiète, tout fait pour me mettre les bâtons dans les roues, je l'ai fait comment? J'ai essayé
À chaque fois, je tombais et c'est toi qui mettais à chaque fois le bâton pour que je tombe. Maintenant que je suis finalement tout tombé, tu es maintenant me dire, je vais te donner la Je vais te donner et ça de beaucoup de jeunes même aussi, ils ont l'impression que c'est l'État qui met les bâtons dans les roues. Si ce n'est pas l'État, il y a quelqu'un qui met les bâtons dans les roues. Je comprends ce que tu dis. Et après, quand on n'y arrive pas, on vient leur reprocher comme tu le fais. Je comprends ce que tu dis. Ça peut être vrai même. Mais tu les reprocher. Tu décris une sorte une sorte de prise de conscience par les politiques. Donc pour endormir les jeunes pour qu'ils ne pensent pas à se développer. C'est ça? Peut-être pas les politiques, mais on a l'impression comme s'il y a vraiment une force qui met sa main, une main invisible, comme Adam Smith disait, mais pas pour le développement, pas pour l'économie, mais pour... Je te défie, ils vont te faire un sondage. 80% des jeunes qui disent qu'on ne donne pas les crédits dans les banques ne sont pas encore entrés dans les banques. 80% des jeunes qui disent qu'on ne donne pas les crédits dans les banques ne sont pas encore entrés dans les banques. Peut-être qu'ils connaissent ces guesses. Transmission, Beaucartier, à tel qui dit, parce que dès qu'ils sortent la lettre, tout le monde, on ne donne pas les crédits dans les banques. Du coup, les gens disent que je vais aller payer de mon temps dans la banque. 80% des jeunes qui disent qu'on ne donne pas les crédits dans les banques, ils ne donnent pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si aujourd'hui, tu veux collaborer avec va à la banque. Il y a des services conseils. Tu leur demandes, voici l'activité que je fais. Je souhaite être accompagné. Ils vont te dire comment est-ce que tu dois te comporter pour être accompagné. Combien de jeunes ont fait? Personne. Je dis, tu fous tous ces jeunes-là. Ils suivent en général sur les réseaux sociaux. Oui, là, tu l'as fait les premiers, tu l'as fait à l'époque. Je l'ai dans les sabatiers, je l'ai pas accompagné. Tu n'as jamais été accompagné, moi, Marc. Non, voilà, toi et moi, c'est très bien. Parce que tu es allé à l'époque, mais parce que tu es allé à l'époque, ils t'ont dit ce que tu dois faire pour être accompagné. Quelques années plus tard, tu es revenu, ils t'ont accompagné. Voilà cet exemple qu'il faut donner aux jeunes. Ils ont beaucoup de moyens à oui, mais quelques années plus tard, ils t'ont accompagné. Et c'est ça pour ne dire pas aux jeunes. On dit seulement non, ils ne m'accompagnent pas. Beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire pour être accompagné. Et les gens ont peur d'entrer dans les banques. La banque est ouverte à tout le monde. C'est vrai, ça. On ne va jamais te mettre dehors d'une banque. Mais si tu arrives là-bas, tu es sale, on va te faire entrer à la banque. Mais il y a une communication dans la société comme quoi la banque n'accompagne pas les jeunes. Ce qui fait que 80% des jeunes qui se lancent en entrepreneuriat, ils savent déjà qu'ils doivent pas aller vers les banques. Et ça, on ne le dit pas assez. Pourtant, quand tu pars voir la banque t'envoie vers le service conseil, ils te disent pour être accompagné, voilà ce qu'ils veulent faire. Et tous ceux qui ont essayé un peu de suivre les conseils de la banque, ils finissent par se faire accompagner. Mais tu vois donc on est dans une situation où la facilité à entourer le monde des affaires, c'est facile de dire que les politiciens ne font rien. Et même ces jeunes nations, on les met à cette place. Vous pensez qu'il y a un miracle? Je te dis que dans tous les pays du monde, il y a le chômage. Ça veut dire que, toi qui nous regardes aujourd'hui, tu te plains du système du Cameroun, peu importe ton domaine, ta formation, on peut avoir la meilleure gouvernance. Et tu es quand même au chômage. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? On a vos frères qui ont grandi aux États-Unis. Ils sont là-bas, ils chauffent. Ils essaient de quitter d'un boulot à l'autre. Aujourd'hui, tu es qui pour dire que tu ne peux pas te lancer dans le secteur informel pour commencer ton activité avant de formaliser les choses? Mais moi, ils sont dans un pays où il y a des opportunités, où il y a plus d'opportunités. Opportunité, mais il y a chômage. Je te dis que le chômeur qui est dans ce pays développé que tu regardes là, ça peut être toi demain avec la meilleure administration de ton pays. Tu vas dire, ok, comme il gouverne bien, j'applaudis, mais je suis au chômage. Non, tu seras toujours parmi ceux qui critiquent. Donc ne laisse-toi pas se mettre à critiquer. En fait, ce que moi je comprends, c'est que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de dire concrètement que ça va mal, mais ce n'est pas en disant que ça va mal que ça va aller mieux. Par exemple, fais d'abord ta part, adapte-toi à ce que tu es en train de dire. Moi, je suis dans une accroche où je dis, ok, d'accord, bon. C'est un discours que moi, j'entends, puis que c'est un discours que moi-même je comprends. Mais, je pense à d'autres personnes, parce que moi, intérieurement, je le fais au quotidien, on le fait ensemble. Bon. Mais, je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas le même mindset, mais qui ne restent pas moins aussi des citoyens qui méritent aussi qu'on pense à eux et qu'on essaie de mettre en place des politiques ou alors
des stratégies et qu'on essaie de voir dans quelle mesure les donner les moyens pour avancer. Parce que certaines personnes ne sont pas aussi proactifs pour aller, on va dire quoi, faire le nécessaire pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est pour ça justement que les pays développés l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils font tout pour que même les finances soient accessibles même aux démunis ou alors à celui même qui ne veut même pas. Ou on fait le tout quoi aller venir, on te cherche même pour te donner l'argent. Pas parce que on estime que voilà là, il faut partager l'argent, mais parce qu'on estime que c'est en donnant ou alors c'est en rendant la chose la plus accessible à l'ensemble de la population qu'on peut créer un engouement, qu'on peut créer l'économie, qu'on peut créer tout ceci. Ici au Cameroun, si tu n'es pas dans les cercles, si tu ne cherches, tu ne fouilles pas, que tu te casses en 1000 morceaux, c'est compliqué d'avoir accès à ce genre de choses. C'est ça, en fait, que beaucoup de personnes crient dans leur âme et sur les réseaux sociaux, c'est que pourquoi il faut réfléchir, il faut trop réfléchir pour avoir quelque chose que on penserait être, on va dire quoi, comme quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire, on paye des impôts. Oui, on se réunit tous en tant que société. Même là-bas, ça l'appelle les mots parce qu'il y a parfois les taxes communales qu'elle paye pour son comptoir. Elle paye la place. Mais quand il s'agit de repartir cet argent-là maintenant pour un ensemble de choses qui permet effectivement, on se rend compte que c'est comme si il y a une sorte, le robinet ne coule plus. Le robinet, quand c'est pour remplir le réservoir, là, on appelle tout le monde. Voici la loi des finances qui est sortie en décembre. De nouvelles taxes, toujours de nouvelles taxes. Maintenant, on a parlé de 50 milliards. J'ai entendu récemment, on a parlé de 50 milliards pour les jeunes, tous les jours. Mais, tous les fonds qui ont été subventionnés avant ça, on a toujours eu des scandales de corruption, des scandales de mauvaise gouvernance. Ça veut dire que même ce qu'on dit qu'on va répartir a toujours été mal géré. Il y a les preuves pour cela. Est-ce que tu ne vois pas que beaucoup, dans leur âme, perdent la foi, non plus d'espoir, même par rapport à un pays où à chaque fois c'est comme une danse baffe. À chaque fois qu'on fait un pas en avant, il y a au moins, c'est même pas 2 pas en arrière, c'est au moins 5 pas en arrière. Du coup, moi, j'essaie de me mettre à la place de ces personnes-là et j'essaie aussi de me dire que bon, c'est vrai que beaucoup sont dans la démarche où ils n'essayent même pas. Il y en a beaucoup plus qui essayent, mais ça ne marche pas. Et je pense qu'on ne peut pas leur dire ou alors tenir le seul discours que c'est parce que vous n'essayez pas assez. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Moi, je pense que c'est des personnes qui essayent et y persistent et ils réussissent à trouver des voies et moyens, mais aussi certains là qu'on ne voit pas et qui parfois trient sur les réseaux sociaux. Ils essaient, mais ça ne marche pas, quoi. Avec toute la bonne voix. Ils sont même très proactifs, ça ne marche pas. Pour moi, on peut être considéré, on n'est pas non plus, c'est pas non plus, mais on essaie de s'en sortir et on essaie de mettre en place nos différents projets. Mais, parce que moi, quand j'essaie de faire une sorte de feedback, on a aussi eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et, ces problèmes-là, parfois, peuvent même souvent être considérés comme des problèmes qui peuvent être des problèmes que certains grands frères ont eu peut-être plus tard que nous. C'est-à-dire, on a peut-être eu ça à 40 ans, 70 ans. Nous, on les a eu un peu plus jeunes. Parce qu'on a essayé, on s'est dit que non, on peut peut-être forcer un peu le destin. On doit être un peu plus rentre dedans. Est-ce que tu vois aussi que ça peut faire peur aux gens? Quand on se rend compte que pour y arriver, il faut prendre soit traitement de risque, soit réellement, en fait, être tellement exposé. Yvan, je te coupe pas. Hein? Mais bon, tu peux couper, hein? Je te coupe pas. J'allais te dire une chose. Oui, je t'écoute. La solution à ce que toi tu dis, ça se résume en un seul mot. Un seul mot, la résilience. Pourquoi? Tu mets l'accent sur un fait majeur de notre société qui est la principale cause de plusieurs difficultés qu'on rencontre. On est d'accord? Est-ce que tu sais que
Nous sommes descendants d'une communauté où on vendait les hommes. Il y a eu la traite négrière. Pendant qu'il y a eu la traite négrière, il y avait des rois qui étaient riches. Il y avait des hommes qu'on vendait. Il y avait d'autres hommes qui étaient des paysans. On est d'accord? Ces paysans-là, est-ce que tout le monde allait dire qu'il va combattre contre les gens de la traite négrière? Non. Chaque société, selon sa génération, a ses difficultés. Il faut être résilient. Il faut choisir de quel côté. Non, attends, je l'ai mis. Il y a notre bédouillès, oui. Non, attends, je te dis. C'est où te fait comprendre que le politique que tu accuses aujourd'hui de piller toutes les richesses. On a été dans un pays où on vendait même les hommes. Mais il y avait d'autres hommes qui étaient des paysans. Pendant que ces autres hommes étaient des paysans, d'autres étaient en train de combattre. Et au fur et à mesure, la société évoluait à son niveau. C'est pour te dire que même dans 100 ans, avec le meilleur gouvernement possible, il y aura toujours une difficulté sur laquelle on pourra toujours s'appuyer. Et ce n'est pas comme si il y a une classe de la population qui est là pour ce combat là. Tout le monde ne pourra pas embrasser ces combats. Maintenant, toi qui es jeune et qui sais que je suis dans cette société qui a ses difficultés, il y a le politique qui est là, qui absorbe. Il y a d'autres qui décident de ne pas travailler et de mener uniquement des combats politiques. Il y a d'autres qui décident de, malgré toutes ces difficultés, de choisir leur secteur d'activité et de se développer là-bas. Ce sont des difficultés qui vont toujours exister et elles vont toujours aller de pair. Tout comme il y aura le meilleur gouvernement du monde, il y aura toujours un parti d'opposition. Donc toi qui es jeune, tu dois choisir de quel côté tu te trouves, ce que tu veux faire actuellement. Et moi, je dis pour ce jeune-là, qui actuellement veut quand même sortir de sa pauvreté, veut pouvoir travailler, il ne doit pas se concentrer sur le politique. Si oui, il commence d'abord quelque part à travailler, son gars, pas. Parce qu'il y a des possibilités, vu qu'il y a la plus s'en sort sans relation. Et plus tard, ou bien avec 10% de son temps, il se concentre sur l'activité politique pour que les choses changent, pour que les générations futures bénéficient. Mais on parle de maintenant. Tu es jeune, tu veux avoir une poche. Puis il vend. Je connais un vendeur d'ananas qui fait 150 000 francs par jour. Si tu fais que j'exagère. Il vend les ananas, il fait 150 000 francs par jour. Il vend ici au Cameroun. Au Cameroun, à Yaoundé, au Fondi. 150 000 francs par jour. Bon, attends, ok, bon. Voler d'ananas, mais c'est pas un vendeur comme les vendeurs à Sauvette qui ont le pouce qui vendent, pas ça. C'est pas un vendeur à Sauvette qui a son pouce. Ouais, ok, il faut préciser. Mais c'est un restaurant buyer seller. Ça veut dire qu'il paye la marchandise quand ça vient, il se fait livrer, il vend sur place. Mais oui, quand tu pars au fond du là-bas, quand tu entres dans le marché, tu vas voir il y a plusieurs personnes qui vendent des ananas. 150 000 francs de chiffre d'affaires. Ok. Des chiffres d'affaires. Alors le dégât, ça marche. Mais quelle est ton excuse, toi? Un chiffre d'affaires, ça va. Mais c'est pour te dire que il n'y a pas de petit métier. Tu n'as aucune excuse. Les jeunes n'ont aucune. Il faut avoir tout de suite une entreprise. Il sait tout. Mais il a déjà sa clientèle qui dit on lui prend la marchandise et tout. Il fait 150 000 francs. C'est un vendeur d'ananas. Il fait 150 000 francs par jour. Donc ça va, tu vois, c'est modeste. Aujourd'hui, les jeunes se concentrent trop sur j'ai été formé dans tel domaine. C'est ça mon caractère. Moi, le gouvernement, si, quand je t'ai pris l'exemple de, on sort de pays qui a été colonisé pour dire que c'était plus difficile pour les gens d'avant. Est-ce que tu penses par peut-être que c'est une malédiction qui va des écarts? Malédiction pas, c'est ça, parce que malédiction, si on a commencé, c'est ça pour la prochaine étape, les SIA, nous esclavagisons, c'est pas, comme malédiction pas, si t'es malédiction pas, les gens vont en les hommes, maintenant, c'est nous-mêmes qui nous faisons ça entre nous. La suite, maintenant, c'est les activités, maintenant, qui va se vendre, dit comment, ouvre on baisse mon chat. Je sais pas, tu vois un peu, je sais quoi. Non, il faut être résilient. Il faut avoir de la résilience. Il faut se dire, OK, il y a des difficultés, mais c'est pas la faute du monde. Il faut pouvoir s'adapter à son contexte. Il faut voir ce que les autres font. Il faut essayer de copier. Il faut essayer de dire que moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas vendre les arachides. Je dis qu'il y a une femme au rond pour un cac qui va vendre tel arachide par jour. Ça fait 30 000 par jour. Elle est jamais allée à l'école.
Elle a, donc, celle-là, donc, elle a, devait te la montrer, il vous mettre bon, et si ce sont ses enfants, tu veux que tu me montres, parce que, comment, ce sont ses enfants, ça veut dire que, ok, donc, elles vont pas se place, alors, ils se déplacent avec, ils se déplacent, ils en savent un peu tout le rond, ok, ils sont pas, ok, ils sont, quand ils vendent 20 bouteilles par jour, ça fait un chiffre d'affaires de 900 000 francs par mois. Plus même, parce que je 20 bouteilles, j'écris 20 bouteilles, à 1500 francs, la bouteille d'arachide. Ça faisait, quand tu le regardes, 20 bouteilles, ça fait 30 000 francs, 30 jours, ça fait 900 000 francs. Quelle est l'excuse des autres? Toi, l'autre doit dire non, j'ai été formé dans ça, il y a un métier que je peux pas voir. Le problème des Camerounais, des jeunes Camerounais. Il y a les choses que je ne peux plus faire. Il y a ça que je peux pas faire. J'ai tel du bon, je ne peux pas. Justement, et j'avais justement une question par rapport à ça. Oui. Toi, quel est, pour donner un exemple un peu, parce que là, tu parles souvent du fait que beaucoup de jeunes, estiment que s'ils ont un diplôme, pour ceux qui en ont, ils ne devraient plus se rabaisser à un certain nombre de, certain type de travaux, bien de travail, considérant que ça va rabaisser leur image et autres. Toi, par exemple, quel est un travail que tu as fait comme, que tes camarades auraient peut-être pu considérer, ou même la société pourrait considérer comme rabaissant, par exemple? Est-ce que tu sais que j'ai vendu les caleçons au marché du moment? Mais il faut regarder la caméra, tu dis ça bien. J'ai vendu les caleçons au marché du moment. Tu sais que ça va faire le tour des réseaux sociaux. Mais je suis sérieux. J'ai vendu les caleçons pour marché du moment. Encore, moi, je sais pas informé. Tu m'as jamais dit ça. Ah, oui, il va ce que tu connais pas tout ce que j'ai fait. Okay. C'est vrai que c'est dans un contexte assez particulier que j'ai vendu les caleçons au marché du moment parce que, je me rappelle, j'ai grandi à Douala. Ok. Et, la toute première, j'avais mon oncle, un oncle chéri que j'aimais beaucoup, qui venait toujours à la maison, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Il venait tous les vacances à la maison. On a bandé ensemble à la maison. Après, il est allé se marier, il va à Yandino. Chaque fois qu'il venait, pendant à la maison, il dit un jour, je vais aller rendre visite à mon tonton. Et donc, pour la première fois, parce que chez nous, on n'envoyait pas beaucoup, nos parents ne s'envoyaient pas beaucoup, je suis désolé. Donc, la première fois, je suis en classe de 4e, je suis parti en 3e, je devais avoir 12 ans, 13. Ah oui, c'est vrai. À 13 ans, j'ai vendu les caleçons, ma chérie. C'est drôle, mais c'est un fait. Donc, quand j'arrive en vacances, je vois les caleçons pas pour hommes ou bien pour femmes. C'était les caleçons pour hommes. Je me rappelle encore 3 civils à 500. 3 civils à 500. Oui, je marchais. Donc, tu sais quoi? Et tu marchais. Tu marchais dans le palais ou bien, tu me parlais, 3 civils à 500. Qui veut les civils de bonne qualité? Je me rappelle encore très bien. Les slips de bonne qualité, monsieur, ça s'étire, c'est élastique, ça peut aussi cuire votre taille, 3 slips à 500. Et aujourd'hui, tu crées des plateformes courtes, tu sais, il faut placer, il faut mettre en relation les gens, c'est la rue, gestionner l'actif finance. Et ils savent pas que j'ai vendu, oui, tu as mangé les gros vassaux, oui, bon, man. C'est fort. Oui, quand je te recontextualise, donc, j'étais en vacances sur mon nom, il sortait le matin avec sa femme, il y avait 2-3 vacanciers. Maintenant, il y a la tante de la femme de mon oncle qui vendait au marché Mimouma. Elle faisait les tantes de la tante de la femme de la parce que je sais les oncles quand tu es en congé, on confie les enfants à la femme. Okay. Donc maintenant pour ne pas rester à la maison, sa tante a dit allez aider votre tante au marché. Ah oui, et c'est elle qui vendait. Et c'est elle qui vendait, qui avait toute une boutique de lingerie et des tout et tout. Du coup pour ne pas rester à la maison pendant ses vacances, c'était quand c'était avant aller en 3e. On était ici à Yaoundé, on vivait au quartier Abissa. Okay. Donc, on partait au marché Mimouma le matin très tôt. Elle nous donnait des stocks de caleçons. On marchait avec dans tout le marché Mimouma pour pouvoir les vendre. Donc, et quand on avait un bon chiffre d'affaires, on donnait les 500, on sait ça. Donc, oui, j'ai vendu ces caleçons à Mimouma. Et je ne peux pas oublier cette étape-là. Toi, non, les regards, ça c'était juste pendant ces vacances que comment la période des vacances quand même. J'avais fait 1 mois de vacances. Ok, il y a ma première fois de venir. Et tu avais eu à peu près combien pendant la période et tout? Ça n'avait donné qu'il n'y avait pas du tout. C'était juste c'était une nouvelle sortie. C'est vraiment pour s'occuper parce qu'on nous laissait à la maison. Il n'y avait pas d'adulte. On a dit aller vendre au marché, à vendre autre temps. Et c'est comme ça que... mais ça reste une réalité que j'ai fait. Okay, donc, parce que je me rappelle, premier carton, il a investi à 10 époque. Il a parti vendre au marché. Mimoman. Ok. J'aimerais dû me trouver Dieu me plaît. Il y a beaucoup de la poussière rouge. Mais, comme on était ensemble, on était nombreux, on était solitaires. Chacun marchait. Après, on disait, toi, tu as dit, bon, par jour, avec les cousins, avec les cousins et tout. Mais toi, tu as déjà vendu combien? Moi, j'ai vendu tel montant. Toi, j'ai vendu combien? Tout et tout. Donc, t'as un man pour appeler ce bureau là.
quand on était de passage chez vous. Et vous remercie de la part de cette expérience. Donc ça c'est assez. Donc, tu crois que au Cameroun, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Mais je ne dis pas que le secteur est propice. Les politiques doivent me encourager, ils doivent me former. Mais ça doit pas être une excuse pour freiner la jeunesse, pour s'asseoir à la maison et de dire que je n'ai pas de travail, je peux rien faire, je vais me nourrir de ça. Non. Copier ce que les autres font dehors. On ne vous a pas demandé constamment de faire de le pouce et de pousser comme d'autres font. Vous pouvez avoir certaines aptitudes qui peuvent permettre de vous rediriger vers certains métiers. Si vous vous en sortez pas d'essayer au fur et à mesure que vous commencez d'avoir quelque part. Les marchés du Cameroun sont vastes. Il y aura toujours de la place. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de l'exode rural, qui quittent des campagnes. Ils habitent ici en ville, ils sont au marché. Je peux donner même mon cas, mon exemple. Je me suis retrouvé au marché. Je venais de Douala, je suis arrivé ce matin. Je me suis retrouvé au marché et je vendais les caleçons. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont la possibilité. Mais aujourd'hui, combien de jeunes aujourd'hui? Tu vas lui dire, viens d'avoir une licence, un bac. Il va te dire, Google, peut aller vendre les caleçons au marché. Combien il va? On se poser quoi? Ils vont dire que le Cameroun est dur, je n'arrive à rien faire. Ils m'attendent que non-vu, te lance et l'activité. Je joue avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut s'auto-employer. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Beaucoup de gens aiment du digital. Mais combien ont envie d'essayer? Et les Camerounais se découragent. Et pourtant, ils doivent persévérer. Et ils doivent pouvoir tracer tous les pas qu'il faut. Et pouvoir venir éradiquer demain auprès des entreprises qui financent. Voici ce que je fais depuis. Voici le résultat. J'accompagne. Et toi, c'est quoi les conseils que tu pourrais peut-être donner? Par exemple, si un jeu ou tu étais devant un jeu, imagine que Je suis jeune. Oui, je m'appelle pas. Je te dis, vraiment, je vais donner ce conseil. Toi qui es jeune, je commence comment? Comment? Exactement. Commence comment? Toi qui es jeune. Concrètement, ça, j'ai déjà arrivé pour j'ai déjà compris. Toi qui es jeune, toi qui aspires à fonder une entreprise, toi qui aspires à être indépendant, tu as des possibilités, tu as un potentiel, mais que tu ne maîtrises pas encore. Tu te demandes comment tu vas commencer, tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas dîner, tu as zéro fonds, tu as envie de lancer une activité, tu as envie d'être indépendant, tu as envie de ne plus demander l'argent à papa, à maman, tu ne veux plus demander l'argent à ta sœur, tu veux pouvoir faire une activité, et tu n'as pas de nourrir. Tu as une richesse que tu négliges. La richesse que tu négliges, c'est que tu as tes deux bras, tu as tes deux mains, tu as des amis, tu as des connaissances, tu as des voisins, tu as la communauté autour de toi. Si tu n'as pas d'argent, tu dois avoir au moins des amis, tu dois avoir des connaissances. Ça, il ne faut pas passer au concours pour avoir des connaissances, pour avoir des amis. Car la première richesse de tout individu, ce sont les autres. C'est la ressource humaine. Sans personne, même si on te donne la petite leçon, tu vas rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde autour de toi, ton ami, ta connaissance, monte un projet, crée un conseil d'administration avec tes amis. C'est gratuit. Tout comme ça. Mais oui! Et ce qu'il faut comprendre, Yvon, ce n'est pas les termes qu'on a ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas le terme conseil d'administration. C'est de savoir que je peux devenir mon camarade, mon voisin, pour dire, ok, ce soir-ci, par exemple, un peu de business là. Est-ce que tu vois comment j'ai envie de vendre le foyer? Et je veux faire ça à grande échelle. Qu'est-ce que tu en penses? Là, tu dis, oui, il pouvait le voyer. Voici ce que lui, il en parle. Moi, je veux commencer à vendre ça au Carrefour aussi. Non, moi, je veux livrer ça de maison en maison. Je connais une maman là qui fait du bon filet. Il faut que je la voie, on lui trouve de l'argent et tout. Dès que tu vas regrouper tes amis pour parler d'un projet qui te concerne, et savoir que, ok, parce qu'il faut toujours avoir ce qu'on appelle de la critique. Quelqu'un qui va donner son avis sur ta chose, pour ne pas perdre du temps, ou pour ne pas t'enfoncer seul. Même si c'est une mauvaise critique, même si au début vous vous embrouillez, des amis, ça doit pas être seulement fait pour perdre le temps, pour parler aussi de ton activité. Une fois que tu as ton activité, tu dois maintenant pouvoir, autour de ces amis-là, chercher les personnes qui pourront donner même 1000 francs pour pouvoir démarrer l'activité. Ou bien, lorsque l'activité est bien montée, il y a forcément quelqu'un qui fait ça. Tu te positionnes comme démarcheur, tu pars chercher le produit et tu reviens maintenant. Et là, tu n'investis pas en chose. Tu n'investis même pas. Tu identifies d'abord le projet dans lequel tu veux te lancer. Généralement, c'est un projet dans lequel tu as une passion. Généralement, c'est un projet pour lequel toi-même, si tu es passionné de l'habit, tu payes des habits au quotidien. Tu peux dire que je veux me lancer dans les habits. Tu es passionné de montre, de téléphone, de ton car. Tu peux dire que je veux essayer de me faire dans cette activité. Pour que ça te passionne toi-même.
Et là, tu dois chercher des amis autour de toi à qui tu peux parler de ton activité, suivre leurs conseils. Maintenant, il y a une chose, il y a combien d'entreprises? Il y a toi. Il y a ton idée qui déshabite des conseils. Il y a toi, il y a ton idée, il y a des amis, des conseils maintenant. Ils ne peuvent pas te déconseiller, ils peuvent que te dire comment est-ce qu'ils voient la chose. Mais il y a plein de gens là qui, quand tu leur parles de ton projet, ils détaillent encore primaire. Et ils sont pas très, ils étaient encore pris. Maintenant, vos choses là, il faut laisser. Si elle est primaire et elle a la vocation commerciale, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien à perdre. Quelque part, il te décourager dans ce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, je dis, ils vont, je décide de vendre des t-shirts. Mais je ne vends pas les t-shirts. Mais il te dit, non, là, j'essaie avant que ça arrête. Je t'ai pas dit que je vais aller m'embêter. Mais ça, c'est si tu as un bon mindset. Si tu n'as pas un bon mindset, il dit que que les t-shirts, tu veux développer, tu es obligé d'avoir un bon. Ça veut dire que lui, les premières étapes d'abord, c'est développer son mindset d'abord, si je suis encore hier. Donc, c'est avoir envie. Avoir la volonté, à le roi de la volonté. Si tu l'as pas, le mindset va se développer avec bon, c'est va se développer avec le temps. Donc, il faut avoir la motivation, il faut avoir envie. Il faut vouloir se développer. Une fois que tu vas vouloir te développer, tu vas pouvoir bâtir quelque chose, tu vas pouvoir poser tes premières erreurs. De ces erreurs-là, tu vas pouvoir grandir. Et c'est là que tu vas obtenir ton mindset. Et toi, ta motivation, elle est meilleure. Donc, qu'est-ce qui t'a fait? Parce que tu aurais pu avoir une autre vie, non? Bien sûr, ma motivation est les génétiques. Et les génétiques environnementales, oui, jusque, on sent de loi, je vais m'inquiéter. Une fois que, tu dis ça fort, il y a besoin qu'on se fâche, hein. Non, pourquoi? Chacun a sa culture, chacun a son éducation. Donc, j'estime que les génétiques, je dis pas les génétiques dans mon cas, par exemple, parce que, à 3 ans, j'aidais déjà ma maman à compter l'argent de la réunion. Oui, à 3 ans, j'aidais ma maman à compter l'argent de la réunion. Ça veut dire que j'ai été programmé pour faire les tontines. Ça va finir sur les réseaux sociaux. Mais non, mais attends, on dit à 3 ans. Oui, à 3 ans, quand on parle, à 3 ans, un enfant parle, il vend. Tu sais, qu'avec sur les réseaux sociaux, on dit souvent, mais leur devenait exagère, non. Non, c'est pas de l'exagération, au cas de 3 ans. Mais il était à quoi? À 3 ans, ta maman te dit, va me déposer le plat à la cuisine. Elle te dit, vous avez donné, tu coûtes de l'argent à 3 ans avec ma maman, l'argent de la tontine. Oui, j'ai appris à compter l'argent depuis que j'ai 3 ans. On comptait l'argent de la tontine à la maison. Donc, vous avez compris. Parce que c'est très n'importe. Mais attends, je te dis, parce que ce n'est pas d'avant. Tu m'as demandé quelles ont été mes motivations. Je te dis qu'elles sont d'ordre génétique. Parce que, et je t'ai précisé que je suis de la tribu Bamilekit. À 3 ans, quand ma maman rentrait avec l'argent de la tontine, on comptait déjà l'argent. Donc, je savais déjà que je vais faire la tontine. Je savais que c'est par ce moyen, c'est que je vais pouvoir avoir mes premiers capitaux pour faire mes premiers investissements. À 3 ans. À 3 ans! J'ai dit, on était déjà programmés. À la maison, entre mes frères et sœurs, on avait déjà tontine. Je suis entré quand j'ai eu 3 ans. Parce que maman te donnait 200 francs, elle dit, va contribuer. C'est maman qui est derrière, elle dit, donne 200, va contribuer. Donc, on bouffait déjà la tontine chez nous. À 3 ans, 4 ans. Et tu as combien de frères? Et ils avaient ça, si tu as une famille nombreuse, si tu as une famille avec des frères et des boussons, on était à prendre le faire le bout du tout, c'est à la maison. À la maison. Oui, on faisait déjà des hygiènes, il y avait pas combien, je parle que rapport à télé, je peux plus me rappeler, j'avais peut-être quel âge. Non, il y avait, bon, c'était des écarts, il y avait les grands, les petits et tout. C'était plusieurs générations. Et tu vois, deux mots faisaient la c'était obligatoire de faire la tontine à l'intérieur de la maison. Même toi qui avais 3 ans. À 3 ans, je faisais la tontine à la maison aussi. 200 francs déjà, pour connaître déjà l'argent. Il dit la quantième non, il est quantième non. Je peux pas me rappeler vers, je sais que quand je bouffais souvent la tontine, j'achetais les beignets haricots à tout dans la maison. Oui, c'était une culture, et quand celui qui bouffe la tontine va payer les beignets haricots. Parce que règle là, c'est pas pour faire des pots. Alors, c'était plus pour, à certaines époques, pour lui donner déjà le tube de la tontine. On nous préparait déjà à faire les tontines. Pour dire que voilà comment vous allez faire pour vous développer, pour avoir vos premiers argent. Et c'est pour ça qu'à 14 ans, en quatrième, tu as fait la tontine. Non. Je sais si dans quel cadre je vendais les caleçons au marché, mais bon, non, pas le vendre les caleçons, la tontine. Ah oui, je t'ai dit que depuis le collège, j'étais déjà président de réunion. C'est ça, en classe. Parce que j'avais cette expérience-là depuis des années d'expérience-là. C'était naturel. J'avais 11 ans d'expérience, mais c'était naturel. Déjà des années d'expérience. Ouais, je suis du quartier, quoi. C'était un phénomène naturel. Et même ceux qui me connaissent jusqu'aujourd'hui, je suis président de Dontit, c'est génétique. C'est génétique. Il faut pouvoir inculquer ces valeurs-là jeunes. Donc c'est trop facile de se plaindre. Il y a des opportunités.
comme je dis, ce n'est pas seulement c'est pas le politique c'est ce qu'ils font n'est pas souhaitable comme on est dans un mauvais climat. Mais pendant qu'on se plaint du politique, on doit pouvoir faire quelque chose. On doit pouvoir se développer. Parce qu'ils ont fait, on va dire, ils ont fait serment de laisser ce secteur incombé pour que la jeunesse puisse se tremper dedans. Et on doit s'adapter à notre contexte. Pendant qu'on se trempe dedans, on s'organise. Je t'ai dit que être pauvre n'est pas une excuse pour ne pas pour ne pas s'organiser. Tu peux être pauvre, mais tu dois être organisé. C'est comme on dit, le pauvre n'est pas obligé d'être sale. Tu peux avoir un vieil habit. Quand tu le laves chaque jour, tu le portes. Tu peux avoir un seul habit, mais chaque jour tu le laves, tu le portes. Quand on te voit, tu es toujours propre. Être pauvre, c'est pas une excuse pour être sale. C'est pas une excuse pour être mal organisé. Je te dis, il y a des enfants qui sont pas allés à l'école. On va obliger nos hein. Et c'est pas une fatalité. On prend la fatalité. C'est pas une fatalité. On ne justifie pas la mauvaise gestion, la mauvaise gestion du gouvernement. Mais on ne veut pas non plus que les jeunes, que ce soit une leçon, une excuse, ou c'est pour changer les zones, tout justifier, qu'on ne peut pas évoluer, être à l'alliette de l'assassinat. Il y a des possibilités. Il faut préparer l'avenir. Voilà. Ok, d'accord. Et je pense que c'est peut-être dessus qu'on va terminer, parce que tous les éléments que tu as ressentis, je pense que c'est assez fort quand même. C'est assez fort. Parce que on rit peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses. J'anticipe en fait sur connaissant un peu notre communauté. On va dire quoi, les éléments que tu as sortis, et je sais que ça risque certainement faire le tour des réseaux, mais c'est vrai que derrière il y a une vérité en fait. Exactement, il y a une vérité. Et je vais vraiment déjà te remercier quand même d'avoir partagé ton expérience, partager quand même en fait ton vécu, parce que beaucoup de personnes parfois ont tendance à penser que en fait il faut être dans un réseau. Il faut, par exemple, se compromettre. Il faut peut-être faire les messes basses. Il faut pouvoir faire tomber quelqu'un. Là, tu es la preuve vivante que, en fait, d'une certaine façon, tes parents t'ont façonné à comprendre un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure que tu as évolué, avec les différentes expériences, avec même tes formations et autres, ça t'a permis en fait de te structurer, de savoir que, ok, d'accord, voici par exemple ce qu'il faut comme prérequis pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Voici le contexte de l'environnement, non seulement de ta famille, mais aussi du pays. Je dois pouvoir m'adapter à celui-là. Voici les leviers que je peux utiliser. Tu as parlé des tontines, qui sont des formes de financement alternatives qui sont différentes du financement des banques. Parce qu'on parlait justement de pourquoi est-ce que les banques ne financent pas. Mais on a peut-être aussi oublié de mentionner que, en fait, les tontines existent. Même si beaucoup aujourd'hui, peuvent effectivement utiliser ces formes de financement-là, mais vont estimer qu'elles sont limitées. Toi, tu vous montres effectivement que même si elles sont limitées, elles peuvent être un point de départ qui peuvent permettre effectivement de relier un capital, pouvoir lancer même un petit business maintenant qui sera maintenant le socle sur lequel va être mis en place un business plus important qui pourra maintenant en temps et en heure être présenté à une banque qui pourra justement te financer si il voit effectivement que l'activité est bien documentée, elle a une comptabilité claire et que les résultats prouvent la rentabilité, mais surtout en fait la stabilité du business tout simplement. Et c'est ça que les banques attendent. Et c'est ça exactement ça que les banques attendent. Et surtout, il faut que ces jeunes qui disent que les banques n'accompagnent pas se rapprochent des banques et leur demandent ce qui peut les accompagner. Ce n'est pas seulement les titres fonciers. On peut accompagner, les banques accompagnent les jeunes même sans des titres fonciers. Mais je pense aussi qu'on devrait peut-être aussi attirer aussi l'attention que s'il y a peut-être des établissements bancaires de renom qui essaient effectivement de faire les choses différemment et qui veulent s'ouvrir aux jeunes et puissent également mettre en place des politiques que pour faire plus de promotion, s'il y a effectivement des produits, des services qui se redirigent directement
vers les jeunes. Ça peut être une plateforme, par exemple, ici, où ils peuvent venir s'exprimer. Donc, si vous êtes peut-être dans le domaine bancaire et que vous jugez que le dispo, alors, ce que nous sommes en train de dire peut aider, en fait, les plus jeunes ou alors tout simplement ceux qui veulent être accompagnés et qui estiment aujourd'hui que les banques sont assez fermées, sont assez élitistes, n'hésitez pas à nous contacter, hein. On pourra mettre un lien dans la description pour que vous puissiez venir expliquer tout simplement les forces. Ça ferait un plaisir d'être en relais parce que si nous, par exemple, à l'époque, on avait une plateforme où on pouvait avoir une information concernant du financement et l'accompagnement, ça peut être toujours une opportunité. Et je dis toujours, et je ne vais pas me contredire, que aucun pays ne se développe sans des banques fortes. Aucun pays. On a vu en Europe, on a vu en Amérique, on a vu en Asie. Aucun pays ne se développe sans les banques fortes. C'est-à-dire que même si on joue non contre tout, les banques sont censées être justement un peu comme un peu comme le boost qu'un entrepreneur, une fois qu'il a bien établi son business, a besoin justement pour encore passer un cap. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment mentionner. On doit travailler les banques, mais les banques doivent aussi faire l'effort aussi de travailler avec les jeunes et ça c'est très important. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné les microfinances, mais bon, j'estime que quand on parle de banque, on a inclus aussi bien sûr tous les établissements, tous les établissements financiers. D'accord. Donc je ne sais pas, Cédric, est-ce que tu voudrais te dire Oui, je voulais tout donner à ceux qui nous écoutent que je suis PCA de Louis-Money, une solution qui va venir aider tous les jeunes à trouver un accompagnement là où les banques on est évidemment en train de lui, ne pas présenter, oui. Là où les banques ne vont pas. Donc comme je disais, je suis PCA de Louis-Money, qui est une solution digitale qui va vous permettre de venir avec vos projets et de rencontrer des investisseurs sur cette plateforme après avoir bien entendu été accepté par les équipes de Louis-Money. Vous aurez la possibilité d'avoir divers investisseurs, j'en ai plus de 1000 investisseurs qui attendent vos différents projets, peu importe le secteur d'activité. Mais venez avec des projets bien montés, venez montrer-nous ce que vous avez déjà eu à faire ou bien ce que vous souhaitez faire et nous allons nous faciliter la rencontre avec ces investisseurs qui sont prêts à vous accompagner. Et tous les investisseurs qui désirent rencontrer des jeunes qui ont des projets, peu importe le domaine, dans le solaire, dans l'alimentation, dans la relation alimentaire, dans l'immobilier, dans le shit, HK Vitech. Venez sur notre plateforme, vous allez rencontrer plein de jeunes qui ont des opportunités auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, Louis-Money, c'est cette plateforme-là qui va rassembler investisseurs et jeunes promoteurs d'entreprise et pouvoir développer des l'entrepreneuriat au Cameroun. Donc, merci lors de ce podcast. D'accord. Je précise quand même que on mettra le lien dans la description pour avoir tous ceux qui voudront rejoindre la plateforme. Et comme il a dit, je pense que c'est un ensemble type qui sont mis en avant justement comme ça pour, comme tu disais toujours en fait, au-delà juste de faire des constats, de faire des critiques, c'est de proposer des solutions concrètes. Exactement. Et je pense que c'est vraiment ça, on va dire quoi. Le but vraiment de ce qu'on nous sommes en train de faire, c'est une fois qu'on s'est dit les métiers, une fois qu'on a fait les constats, c'est une fois proposer maintenant des solutions et que ces solutions-là maintenant soient mises à disposition de tout le monde pour qu'ensemble on puisse progresser et grandir. Et c'est dessus qu'on va s'arrêter. C'est la fin du podcast. On se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir.